Take-off. Press 7. 80 knots. À prendre le temps au de Tango 3, niveau 0 est gauche et attendez. Et à mon courant de... Oh, c'est mon zone de 200 Air France, en 2 ans. Good morning, ladies and gentlemen. You're all very welcome to route share flight number 8401 to London Heathrow. Et bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans la zone aéro en ce mercredi soir. Salut Nico. Bonsoir. Ça va? Tu fais comme Miss France? Non, mais j'ai pris des cours à la cour d'Angleterre pour faire signe depuis le carrosse, donc du coup c'est pareil. J'ai cru que c'était pour intégrer les radars roses. Non, enfin, quand tu dis bonjour comme ça, la cour d'Angleterre, c'est spécial. Hein, mais dis donc, il faut avoir quand même des... Parce que passe un moment à faire ça. Hein. Ouais. Salut les amis, soyez les bienvenus. Je vois que le chat déjà est excité. Et on remercie en premier lieu notre ami Green Tier qui vient de faire un raid pendant le générique d'attente. Générique d'attente un petit peu modifié. Vous avez peut-être vu, il y a des images de sécurité civile. Eh oui, il y a même des images de l'intérieur des Canadair. Vous avez peut-être vu les copages, le largage sur feu. Je ne sais pas si vous avez fait attention. Si vous n'avez pas fait attention, vous reverrez la semaine prochaine ou dans le replay. Voilà. Ah, quoique dans le replay, si dans le replay sur Twitch, ça y est, mais pas sur YouTube. Bien, et ben les copains, il faut plus de rotation de poignet, Nico, nous dit Jordan, qui est expert en saluage de... Voilà. Ah ouais. Toto, TNTO, excellent, le pélican, hello. Excellent pélican, bonjour. Eh ben, bienvenue. Ce premier message dans le chat, Tonto, TNTO. Bienvenue. Et ben, ravi en tout cas que ces images puissent te satisfaire. Voilà. On va saluer les amis qui sont déjà sur le chat. À commencer par Lord Gibus, que j'ai vu. 6-0, première fois dans le chat, je crois, de la communauté de notre ami Nokil, me semble-t-il. Qu'est-ce qu'on a encore? J'ai vu évidemment la modération, j'ai vu passer Jordan, j'ai vu Julot, j'ai vu Free Flight. Qui est-ce que j'ai vu encore? MLN 208, c'est Stéphane qui est là, dans les chroniqueurs de la zone aéro évidemment. Qui j'ai vu encore? Arnold Schwarzenegger, et puis Free Flight qui renouvelle son abonnement, 19 mois Free Flight. Voilà. C'est quoi cette histoire de perruque? Pour la perruque de Nico. Ah, en fait, c'est ça. Eh non. Et oui, tout le monde croit que je suis chauve avec un toupet. Mais pas encore. Mais non. Quel toupet? Voilà, je ne manque pas encore de toupet. Voilà. Et salut Pop-Up Garen, premier message sur le chat. On veut l'animation. Bah, vous avez vu l'animation, ça soufflait. Ouais, bah voilà. Oui, il a attrapé froid. Très bien. Très bien. En ce moment, bon. Attraper froid, c'est pas bon, hein. Ouais, en ce moment, en plus de ça, je ne sais pas chez vous, mais ici, c'est un peu, enfin, c'est pas l'apocalypse, mais il y a un Mistral. Combien il y avait? Alors, ouais, à la Tisse, à Garon, à Nîmes, il y avait donc ça soufflait 25 nœuds, rafale 40. Ouais. Pas mal quand même, hein. Du Mistral. Bon, c'était dans l'axe, hein. Mistral. Ouais. Donc, on a été servi. On a été servi côté vent. Ah, je parlais pour le SO. D'accord. Ok, très bien. Très bien, très bien. Parfait. Bon, bah écoutez les amis, que vous dire? Déjà, donc remercier tous les follow qui sont arrivés cette semaine. Il y en a eu un certain nombre. Il y a eu Sugar Frog. Attendez, je redescends, on va voir. Papit Ramos, Human, Jim W, Skoll 89 400, Matrux, etc., etc. Donc soyez les bienvenus, les nouveaux qui arrivent. On est ravis de vous accueillir dans la zone aéro. L'émission qui parle d'aviation, de pilote, de carrière, de métier, de l'aérien, de plein de choses différentes. Et vous êtes au bon endroit. Donc merci à vous. Si vous souhaitez d'ailleurs, si le programme vous plaît, que vous ne le connaissez pas encore, bah, n'hésitez pas, hein. Vous cliquez sur follow, comme ça vous serez averti des notifications quand il y a des émissions qui se lancent. Il n'y a pas que celle du mercredi, il y a également celle du dimanche, un dimanche sur deux, Push to Talk avec les chroniqueurs, on parle d'aérien et vous avez la parole. Et puis bah, si vous déclenchez un follow, bah, ça fait tourner le petit réacteur qui est ici. J'ai une petite animation qui va bien. Voilà, salut MMG7F qui vient d'arriver, l'équipe de modération en force.
Si vous désirez aussi soutenir la zone aéro, on va dire d'un point de vue plus pratique, vous avez différentes options. Merci Freeflight pour le métard, il vient de le poster. 360 26, Gust 47. Ah, ça montait un peu. Gus 30, Gus 47, ah oui là. Eh ouais. Donc ça montait un peu, ouais. Voilà. Et par contre, à venir, ouais, ça rediminue un peu. 20 Gust 30. Ouais. Normal, il va faire. Ça va baisser avec la nuit. Ouais, avec la nuit. Bon. Si vous désirez soutenir la chaîne, vous avez différents moyens. Vous avez les subs, vous connaissez le système de Twitch pour pas avoir de pub. Vous prenez un sub, soit directement pour l'équivalent de café, soit sinon par Prime Gaming comme d'habitude. Si vous souhaitez soutenir, vous pouvez aussi le faire par la boutique, sachant que dans cette fin de semaine ou la semaine prochaine, il y a des nouveaux articles qui arrivent. Ouais. Et dans les nouveaux articles, on va vous les présenter tout de suite, parce qu'il y en a qui les ont demandé, il y a ça déjà. Alors, un stylo Bic, voilà, non pas Bic, un stylo la zone aéro. Voilà, il y a les stylos de la zone aéro qui arrivent, qui vont être là, donc si vous souhaitez remplir vos carnets de vol, ou signer vos licences, et ben voilà, vous aurez le stylo de la zone aéro qui va arriver, et puis il y aura évidemment... Spécial heure de vol. Alors ça avait été demandé, les mugs, les mugs de la zone aéro, les mêmes que ceux-là, voilà, ceux du bar, et ils vont être en édition limitée parce que vous avez peut-être vu que le logo a changé. Ça, c'était l'ancien logo. Et ça, c'est le nouveau logo. Donc, on refera des mugs avec le nouveau logo, mais là, on est sur les collectors de la première saison. Et donc, ils sont déjà disponibles dans la boutique. Ça se passe sur la zoneaéro.fr. Et il y a les polos aussi. Voilà. Voilà, donc il y a déjà pas mal de choses, il y a d'autres choses qui arriveront au fur et à mesure, mais on vous tiendra informé de tout ça et figurez-vous que ça nous aide, ça va nous aider notamment à financer, amortir les caméras qu'il y a sur le côté pour améliorer cette qualité visuelle de stream et puis pour pouvoir se déplacer vers vous dans les aéroclubs, dans les musées, pourquoi pas, pour vous proposer des lives depuis là-bas. C'est ce qu'on tient à faire depuis quelques temps, mais on n'a pas encore eu tellement l'occasion, les moyens de pouvoir le mettre en place. Voilà, Natabou il veut 2 mugs. Et ben go to la boutique, mon cher Freeflight. Et si vous souhaitez m'offrir des maquettes, n'hésitez pas non plus. Pour lancer enfin la zone aéro maquette. Voilà. Alors t'aimes bien un 48-32, ça ira très bien. Voilà. Non, je rigole. Le message est passé. Bienvenue à Popo Garen qui vient d'arriver. Premier message dans le chat. Bienvenue à toi. Alors, on a parlé un petit peu de tout ça. Je vais juste vous rappeler que les émissions, vous pouvez les retrouver en replay. Et là, je m'adresse aux gens qui nous suivent sur YouTube, parce qu'il y en a qui vont le voir, ce replay. Vous pouvez nous aider, vous aussi. Pas forcément qu'avec Twitch. Vous vous abonnez aussi aux vidéos de la zone aéro sur YouTube. Vous partagez ces vidéos auprès des gens qui sont intéressés par l'aviation. Et ça nous fait connaître aussi. Et c'est cool. Voilà. Donc n'hésitez pas à le faire et de mettre des pouces bleus aussi, les fameux likes sous les vidéos de YouTube. N'hésitez pas à le faire, vous posez le pouce, ça vous coûte rien, c'est cool. Merci Jordan, là, il a mis l'adresse. Ouais, super, ils sont au top cette modération, magnifique. Merci à vous. Voilà, donc on a parlé des articles, on a parlé des subs, on a parlé un petit peu de tout ça. Ah oui, bah si. Alors, on devait pas avoir quelqu'un aujourd'hui. Ouais, on devait avoir Marion. Alors Marion, c'est Marion Morin qui est agent de piste Pélicandrome. Ouais. Le problème, c'est qu'elle a attrapé une vilaine bronchite de 2 jours. Vous voyez, un petit conseil, évitez de dormir tout nu, parce que voilà ce qui arrive. Tu lui diras ça. Ça, tu lui diras. Voilà, elle est souffrante, donc malheureusement, on n'a pas pu. Ouais, c'est malheureux, c'est triste. Non, mais c'est mieux. Puis, il vaut mieux qu'elle récupère. Oui, et puis bon, c'est pas... C'est pas agréable, en fait, non, c'est pas agréable d'être dans un état comme ça, je veux dire, malade et tout. Ça t'a fait rire, Alors, Marion, on la retrouvera, notez bien la date, on vous l'annonce déjà, ça sera le 26 juin, je crois. Tu m'as dit, ouais, 26 juin prochain, Marion sera là, 19h30, et on refera l'émission justement sur le métier d'agent de piste Pélicandrome. Donc on rappelle, ce sont les gens qui sont autour des avions pour faire le plein sur des plateformes bien particulières de certains aéroports ou aérodromes pour refaire le plein des avions bombardiers d'eau. Ça doit être grave pour être guéri le 26 juin. Là. Pour que ça dure aussi longtemps. Si. Non, mais pour que ça dure aussi longtemps. Ouais, non, mais t'inquiète. Donc, vous comprenez bien qu'il a fallu un peu improviser. Bon rétablissement, et puis du coup, donc du coup, Sabi m'a appelé. Ouais, Nico, il faut faire quelque chose et tout. Du coup, j'ai travaillé cet après-midi. On a travaillé, puisque aujourd'hui, on va vous présenter un petit sujet. On va parler un peu d'histoire, tiens. Ça faisait pas mal de temps qu'on va parler d'histoire. Ouais, on va parler de trucs. Donc, on va parler un petit peu d'histoire. Alors, les amis, on va tout de suite déposer c'est quoi, le plan de vol de l'émission. Tiens, attends, regarde.
Hop, tu vois, t'es là. L'image est bonne, hein, quand même, hein, sans rire. Ah bah, du coup, il t'a pris. Hop, voilà. Ah bah oui, mais si tu la déplaces, moi, ça enlève mes réglages, Nico. Non, c'est bien comme ça, là. Voilà. Ouais, mais il va se déplacer. Et je ne veux pas regarder par là, de toute façon. Ok, allez, on revient là. Bonsoir les BG, je pose mon lurk. Salut Sarah, bienvenue à la modération. Alors là, il y avait toutes les personnes de la modération. Voilà. Bon allez, dépôt du plan de vol de l'émission de ce soir. Vous ne voyez pas, mais il y a le clavier là, c'est moi qui joue. Ouais, c'est toi qui joues. Derrière le réacteur. Là. Nico Klederman. Voilà. Allez, hop, c'est parti. Il est là, le plan de vol de l'émission de ce soir. Je vais me cacher derrière pour boire un verre. Si tu veux. Les actualités du terminal dans un instant. On a 5 petites news à partager avec vous pour la rubrique actu de ce soir, comme d'hab. Et puis ensuite, on va faire un petit zoom. On s'est dit pourquoi pas. On avait déjà parlé des fonctionnements des moteurs, vous vous en souvenez, avec plein de personnes, dont Cédric. On avait parlé du fonctionnement des réacteurs. On avait parlé des moteurs même en général. Et donc là, on va reparler des moteurs, mais sous un autre angle. On va voir un peu comment ça a évolué en fait avec le temps. Exact. Donc, parce que le système, on le sait, on comprend. Oui. Mais bon, je veux dire, il y a tellement de moteurs différents avec le même système de fonctionnement finalement. On va voir un peu ce que ça a donné, quoi. D'où on est parti, pourquoi on en est là aujourd'hui. En tout cas, on va voir par quels moyens et comment ça a évolué, parce que c'est vrai que d'un côté, on tendait à une augmentation de la taille, de la puissance, même une démesure, et aujourd'hui, on est plutôt tendance à réduire encore plus. Hein. On a des moteurs de plus en plus petits, de plus en plus puissants. Donc pourquoi on en est arrivé là et comment ça va évoluer, c'est ce qu'on vous propose ce soir dans la zone aéro. J'espère que ce programme vous plaira. Donc les moteurs d'avion au fil des époques. On va discuter un petit peu de tout ça. Et Nico est venu avec une besace pleine de... il marche mieux celui-là. Ouais, une besace pleine de photos. Ouais. Donc on regardera aussi les photos ensemble. Donc ça c'est en première partie d'émission. Et en deuxième partie d'émission, s'il nous reste un petit peu de temps, on vous reproposera une petite libre antenne. Donc pour discuter avec nous, on parlera d'un meeting aérien. Pour la libre antenne ouais, ce serait bien d'en faire une libre antenne, une émission spéciale, ce serait bien. Tu sais que les gens ils viennent nous parler de leur expérience, tout ça. Bah là on peut déjà initier le truc. Oui, on va initier le truc. Hein, si vous avez participé à des meetings aériens, ceux qui vous ont plu. Si vous avez des souvenirs particuliers. Voilà, des souvenirs. Alors, les salons aussi. Hein, ouais, salons, meetings, événements aéros. Des démonstrations, voilà, des démonstrations d'avions. Bah s'il y a ça. Donc on va parler de ça, ce serait bien. Ouais. Alors. Ça se passe en deuxième partie d'émission si on a le temps. Et c'est la modération, donc c'est Julot qui vous donnera les liens de connexion puisqu'on vous incrustera et on pourra parler ensemble un petit peu de ça, de vos souvenirs de meeting. On fera ça en fin d'émission. Si on n'a pas le temps, je suis sûr qu'on pourrait faire une émission spéciale. Ouais, pourquoi avec pas. Des images, des petits bouts de films. Bah oui, mais vous nous direz d'ailleurs si ça vous plaît. Ma tête est pleine de meetings aériens, nous dit MLM 208. Bah, avec grand plaisir. Donc, relevez, refaites le point sur tous vos souvenirs. Et puis, tout à l'heure, on se retrouve et vous viendrez nous expliquer un petit peu tout ça. Nous narrer, bah tiens, en 1932, j'étais à tel endroit. Ouais, meeting, la fête aérienne. Voilà. Fin d'émission, remise de gaz, fort aux questions, comme d'habitude. Voilà. Et puis, présentation du programme. Et après, voilà. Ok. On dirait Tassin. Le meeting des deux côtés de la barrière. Ben voilà, faudra venir nous le dire, cher Eric. Oui, parce que moi j'ai des images à vous montrer. Oui. Le Tora, de Ferté-Alais, Inside the Cockpit. Depuis l'intérieur. Oui. C'était toi qui filmais. On peut dire ça, oui, c'est moi qui... Voilà. Bon, très bien. Voilà, donc ça sera l'objet d'une émission super. Voilà. Ok, allez, c'est parti. On attaque l'actu du terminal. Et nous sommes partis pour l'actu du terminal de la zone aéro de ce soir. Et on débute avec un avion. Alors il est un peu coupé, mais par contre on voit quand même son identifiant quelque part, le E190F, le E-Freighter, qui est en fait, c'est quoi ? Bah, c'est le nouvel E-Jet de chez Embraer, le E-Jet qu'on retrouvait notamment... Je pense à la compagnie Hop, qui en avait un certain nombre et qui transportait des passagers, c'était un avion de ligne, d'un moyen courrier. Et en fait, le E-Jet vient d'être utilisable, si j'ose dire, en version cargo. Cargo, d'accord.
Donc c'était le E190F converti pour le transport de fret qui a effectué son premier vol sans encombre en plus, le 5 avril depuis São José dos Campos. Et alors on rappelle qu'Embraer est brésilien. Et en vue de sa mise en service cette année. Donc le premier exemplaire destiné à Regional One sera livré ce trimestre là qui arrive. Et il a été précédemment opéré pour TACA et Avianca. Alors il a été lancé en mars 2022 et le programme des Jet Cargo vise à offrir 10 tonnes 7 de charge pour le 190F et 12,3 tonnes pour le E195F, modèle un peu plus grand, avec 50% de volume en plus par rapport au turbopropulseur et 30% de coût opérationnel en moins que les monocouloirs, donc plus économique. La conversion des avions inclut également l'installation de porte-cargo pour pouvoir charger tout ce qu'il faut, les colis sur le côté, hein, c'est ce que vous voyez sur la photo, c'est une porte-cargo hein, qui est là. Renforcement du plancher évidemment pour pouvoir supporter plus de poids et l'ajout de systèmes de sécurité. On pense notamment à des capteurs d'incendie dans les soutes si jamais il y a des trucs qui prennent feu pour que oui, parce que il y a toujours les batteries lithium et tout ça. Entre autres. Ça arrive. Commandé initialement par Nordic Aviation Capital et Lanzhou Aviation Industry. Ah, qu'est-ce qui arrive là? La capitainerie. Salut Paul. Bienvenue les amis du capitaine. Tiens, bienvenue. Bienvenue à vous. Bienvenue dans la zone aéro. Et bienvenue la petite potière avec son épée verte, on lui avait promis. Bienvenue dans la zone aéro les amis. On se présente, hein. Nico qui est là, voilà. Seb là. On est dans l'actualité du terminal. Sur cette chaîne, on parle bienvenue dans l'aérien. Voilà, de l'aérien. On découvre souvent des pilotes qui viennent nous voir. On découvre des métiers. On découvre plein de choses, des profils. On devait avoir une agent de piste pélicandrome. On a des hôtesses de l'air, on a des stewards, on a des pilotes de chasse, des pilotes de ligne. Des pilotes de simulateur chez eux. Des pilotes qui font de la simulation également. Bienvenue mon petit PC. Des modélistes. Bienvenue, il y a plein de gens. Imhotep qui vient d'arriver, bienvenue à vous. Bienvenue et rien, merci au capitaine. Hein. Un petit shoot-out les amis au capitaine. La capitainerie, une chaîne où on rigole. Voilà. On était dans l'actualité du terminal, on découvrait ce nouvel avion brésilien qui vient d'être lancé, qui sera ici, bienvenue Valtech, merci pour le follow, qui sera donc conçu pour transporter des colis, des marchandises. Voilà. Et c'est donc le fabricant Embraer. Cet avion-là, vous l'avez peut-être vu dans la compagnie Hop, puisque Hop exploitait ses avions pour transporter des gens. Et ben maintenant, tout va bien. Ils font aussi, on pourra faire du transport de colis. Donc Embraer estime une demande de 700 appareils dans les 20 prochaines années, ce qui est plutôt pas mal. Voilà, on enchaîne avec la deuxième actu du jour, réaction du JPAG. Alors qu'est-ce que le JPAG? C'est le groupement des industriels et des professionnels de l'aviation générale. D'accord. Alors vous savez que, ou vous savez pas, on va peut-être vous le dire, que si on est pilote et qu'on décide de travailler, d'être pilote professionnel, il faut passer tout un tas de qualifications, il faut avoir une classe médicale professionnelle, il faut avoir des papiers, il faut avoir plein de choses. Avoir la licence de pilote professionnel. Ouais, donc on peut pas dire que c'est contraignant, mais c'est quand même... non, mais c'est sérieux quoi. Voilà, c'est sérieux, on va dire c'est sérieux. Voilà. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que les ULM, qui ont une réglementation beaucoup plus soft, beaucoup plus légère, pouvaient aussi travailler et faire du travail aérien. Voilà. Vous voyez là un ULM qui transporte, qui tire une bannière, et il y a beaucoup d'ULM qui font ce type de travail-là. Et le groupement justement des industriels était monté au créneau en disant attendez, il y a quand même un écart entre les pros qui donc ont toutes ces contraintes de professionnels et les ULM qui sont beaucoup plus soft, il faudrait aligner tout ça. Donc il y a eu justement une proposition d'arrêté qui a été proposée par la DGAC, la Direction Générale de l'Aviation Civile, en disant il faut qu'on remette un petit peu tout ça. Qu'il y ait une procédure, une organisation niveau pro pour les ULM quoi. Pour pouvoir garantir les mêmes... Là je veux pas dire que des pilotes d'ULM ne sont pas bons ou pas... Non, mais ça n'a rien à voir. Il y a quand même un suivi qui est inférieur à ce qu'on trouve en aviation, et ce qui explique aussi les coûts d'exploitation qui sont quand même nettement moins chers. Donc l'idée, c'est de se dire, on va essayer de mettre en place un texte qui va le permettre, sauf qu'évidemment, au niveau ULM, on freine, et puis au niveau aviation, on accélère, puisque c'est un petit peu la concurrence. Bon, bref. Ceci étant dit, donc le JPAG est monté au créneau en disant, nous,
eux ils sont quand même plutôt aviation, ils ont dit bah ça serait quand même bien de pouvoir égaliser pour, on va dire, égaliser la concurrence, quoi. Bah, c'est plus ou moins ça. Égaliser le pilote professionnel qui tire de la banderole et le pilote du LM qui tire de la banderole. Notamment alors au niveau des pilotes, mais aussi au niveau des appareils. Voilà. Puisque les appareils. Le boulot c'est le même. Mais par contre, c'est vrai que les deux formations ne sont pas pareilles. Et puis l'entretien des deux appareils ne sont pas pareils non plus. Donc, oui, parce que les appareils qui sont utilisés pour le travail aérien en ULM n'ont pas les mêmes exigences de suivi d'entretien, par exemple. Et donc le GIFAS réclame des règles claires sur notamment l'information des usagers, parce qu'il faut leur dire que c'est un pilote d'ULM qui n'est pas forcément professionnel, les temps de travail, le statut social de ces pilotes-là, parce que du coup ils ne sont pas soumis aux mêmes règles et aux mêmes droits du travail, donc vous voyez c'est un peu complexe, quoi. Ouais. Donc le JPAG est monté au créneau cette semaine et on va suivre un petit peu cette histoire de près, puisque c'est quand même, ça fait du bruit dans le milieu de l'aérien. Voilà, on continue avec ce magnifique avion, un bimoteur. C'est un avion qui a été fabriqué aux États-Unis de la firme Piper Aircraft. Ah bah, très connu. Célèbre marque. Hein. Le PA-44 Seminole. Et ça avance beaucoup, puisque le PA-44 Seminole, cet avion, pour l'instant, fonctionnait à l'AVGAS. L'AVGAS, c'est l'essence traditionnelle d'aviation, qui coûte assez cher. On était à plus de 2 € et quelques litres. Ouais. Donc vous imaginez, des avions qui consomment 90 litres heure. Quand on passe à la pompe, bon, boum. Et donc l'idée, c'était d'orienter un petit peu le développement de cet avion sur de nouvelles motorisations dans le cadre de l'écologie, hein, et puis du développement. Alors, Piper Aircraft s'est associé avec une société qui s'appelle Delta Hawk Engines, et ils ont annoncé donc un accord de collaboration qui vise à intégrer un moteur diesel. Oui, vous avez bien entendu, ça se fait déjà. Un moteur diesel à l'intérieur du PA-44 de Piper. Cette initiative vise à développer un certificat de type supplémentaire appelé STC pour installer ce moteur qui va diminuer évidemment la consommation et l'empreinte carbone de ces avions, peut-être même un peu le bruit. C'est vrai que les PA-44 sont un peu bruyants. Delta Hawk est basé à Racine, dans le Wisconsin, et est spécialisé dans la conception de moteurs à piston qui fonctionnent au carburant Jet A1, donc c'est ce qu'on appelle vulgairement le kérosène. Oui. Sauf qu'on peut l'utiliser comme du diesel. C'est ce qu'on met dans les avions de ligne. C'est ça. Du Jet A1. Et c'est beaucoup moins cher parce que c'est beaucoup moins raffiné. Ouais. Le partenariat entre les deux entreprises reflète l'engagement à l'innovation, parce que c'est l'objectif, et la durabilité pour l'industrie aéronautique. Et puis en résumé, la collaboration Piper et Delta Hawk vise à évaluer et à développer l'intégration du moteur diesel dans les avions Seminole qui vont démontrer leur engagement vers l'innovation, la recherche de solutions durables en aviation générale. Et ça va aussi diminuer les coûts d'exploitation, puisque... faut dire que ça existe déjà. Là, ils se sont mis sur la ligne de Diamond. Oui. Les DA40, c'était déjà des moteurs diesel qui volaient au Jet A1. Les DA42, bimoteurs aussi. DA42, donc deux moteurs diesel, et puis au Jet A1 qui sont également beaucoup utilisés en école de pilotage. Et qui sont beaucoup utilisés. Donc là, je pense que Piper, il s'aligne un peu sur ce marché-là, en fait, parce que c'est vrai que vu le prix du diesel, du Jet A1, ça vaut peut-être le coup aussi de... Alors on est au courant, mon cher Run to the Sky pour le 24 avril, c'est 18h15, mais le souci c'est que le mercredi on a un peu un live. Donc le jour n'est pas forcément bien adéquat, mais bon bref. Allez, on continue après donc cette news sur le Piper PA-44. Regardez cet avion, vous avez vu, il n'a pas de fenêtre. Il n'y a pas de fenêtre. Bah non. On dirait tu sais, l'avion qui n'avait pas de fenêtre aussi, c'est l'avion de Lindbergh, quand il a traversé l'Atlantique, il n'y avait pas de fenêtre. Ah oui, il avait un périscope. Il y avait un périscope. Ah ouais. Enfin, il y a des fenêtres sur le côté, mais... mais ça fait bizarre quand on regarde l'avion de Lindbergh. C'est ce que dit Gibus, c'est un avion pour les aveugles. Voilà. Ouais, par exemple. Très beau suppositoire, nous dit Toilette Paper Kit. Ah bah voilà, on est dans le thème. Voilà. Alors, cet avion n'est pas un avion, c'est un drone. C'est le drone cargo XXL HH100 qui est développé par Avic Xi'an Aircraft Industries et qui est sur le point de réaliser son premier vol après avoir terminé avec succès des essais préliminaires sur piste, y compris des tests de contrôle autonome. On est vraiment dans le drone. Ce drone peut transporter jusqu'à 700 kg de charge utile sur une distance maximale de 520 km. Les Chinois sont
décidément vraiment en avance sur tout ce qui est drone. Hein. On pense à la marque DJI par exemple. Technologiquement, ils sont vraiment en avance. Et ce drone a une vitesse de croisière qui peut atteindre 300 km/h. Donc imaginez 300 km/h, 700 kg à 300 km/h, c'est plutôt pas mal. Et afficher une masse maximale au décollage de 2 tonnes. Donc 2 tonnes, la masse maximale au décollage, c'est ce qui transporte, plus la masse de l'avion et du carburant. L'avion, carburant, l'huile. Tout compris. Des pneus. Matériel, tout ça. Voilà. Plus ça fait 2 tonnes. Avic Xi'an Aircraft Industries reste très discrète sur les détails qui concernent le chargement et le déchargement et aussi les moteurs, les systèmes propulsifs. Le HH100 est le premier d'une série de drones cargo en développement par les Chinois et le constructeur prépare un modèle encore plus grand. Alors ça, c'est ce qu'ils annoncent sur le papier. Donc pour transporter plus de Covid. Ouais. Le TP2000 qui va être capable de transporter 2 tonnes de charge utile sur 2000 km. Vous vous rendez compte des avancées pas mal, technologiques. 2000 km, ça fait une belle... c'est quand même assez incroyable. Une belle autonomie, ça. Hein. Exactement, Voyez Paper Kit relève une très bonne idée. C'est une très bonne idée. C'est pas une idée. Au contraire, non, c'est pas une bonne idée. Ça peut être mais une bonne remarque. Ça pourrait faire une belle bombe. Exactement. Ouais, mais ça existe déjà. Hein. La petite potière, quand j'étais graphiste, j'ai travaillé pour une boîte de sécurité prestataire d'Airbus. J'ai visité un jet privé avec une piscine dedans. Ouais. On vit pas dans le même monde. Hein. Ah bah si vous regardez le film Pétrole avec Bernard Blier, vous verrez un avion de ligne avec une piscine dedans, avec un court de tennis dedans, avec voilà, Pétrole ça s'appelle. Si on pousse par là, le Global Hawk fait l'envergure d'un 320. Ouais. On sait jamais si tu peux pas attendre d'arriver. Donc le TP2000 va être prévu pour 2025. Donc c'est demain. C'est demain. Ces drones sont destinés à répondre aux besoins de la poste chinoise notamment. Donc c'est ce qu'ils veulent faire. Et des sociétés logistiques comme SF Express pour aller livrer des colis un peu à droite et à gauche sans qu'il y ait de pilote à bord. À mon avis, on n'est pas prêt de voir ça en Europe encore. Hein. Parce que pour l'instant, on n'est pas prêt. Hein. On n'est pas prêt. Et bienvenue à BennyFR33, bienvenue à Guangbu aussi qui vient de suivre la chaîne. Merci à vous. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à un petit follow les amis. C'est gratuit, vous serez informés de ce qu'on fait ici. Voilà. Et puis, dernier truc, si... Ouais, c'est ce que dit l'Orgibus, là. Il y a les Ukrainiens, ils ont déjà utilisé un ULM rempli d'explosifs pour aller... Ouais. On continue avec... Et la dernière, voilà, c'est ce que j'ai vu. Alors moi, c'est ce que j'ai vu. Est-ce que vous êtes dans le nord-est de la France, les copains? C'est une belle occasion, en fait. Il y a un meeting qui arrive, qui va être à voir, le 25 mai 2024. C'est une belle occasion. J'ai vu ça sur le Fanat de l'aviation. Et donc le 25 mai 2024, à Chamblay, meeting aérien avec 2 patrouilles acrobatiques nationales. C'est-à-dire qu'on aura la patrouille de France et les Red Arrows. Voilà, donc vous avez les 2 photos, les Red Arrows sont les Anglais. 2 belles patrouilles. C'est l'équivalent de la patrouille de France. Oui, voilà, en Angleterre. Pour faire simple. Et vous avez la patrouille de France, mais il y a aussi un autre plateau, hein. Il y a beaucoup plus de choses que ça. Il y a des avions de collection, il y a pas mal... vous voyez, il y a la 400M, il va y avoir le Rafale. Je l'ai souligné parce que c'est assez rare de voir plusieurs patrouilles aériennes en même temps. Quoi. Ouais. Et bienvenue à Boardfly Eric, bienvenue à toi. Tu dois voler avec un pseudo pareil, je suppose. Voilà, donc c'est à Chamblay le 25 mai 2024. Je crois que c'est 16 € l'entrée, c'est pas très cher. Et si vous tapez meeting aérien Chamblay sur internet, vous allez trouver des infos sur la logistique et comment se rendre sur place et aussi le planning du meeting. Il a raison, Free Flight. Prends ton cache-nez. Nord-Est, c'est loin dans le nord, ça. Bah ouais. Prends ton cache-nez. Voilà. C'est tout ce qu'on pouvait dire pour ce soir. Concernant les actualités du terminal. Si vous avez des réactions, n'hésitez pas à les faire dans le chat et on revient. On rappelle aussi que le serveur Discord de la Zone Aéro vous propose plein de choses, plein d'actu, plein de photos de vol, puisqu'on a de la chance d'avoir des pilotes de ligne et des pilotes en aviation d'affaires comme Rico. Je pense à lui, puisqu'il a posté des photos en Falcon 7X, je crois, cette semaine. Et il nous les a partagées sur le Discord. Donc n'hésitez pas. Merci Jordan de partager le Discord. Rejoignez-nous et vous verrez, il y a vraiment des photos qui sont super cool. Et en plus, le Discord va vous permettre d'interagir avec nous quand on fait des libres antennes. Vous pourrez venir nous parler. Boardflyer Eric, là, il vole en parapente. Il vole en parapente. Et bien justement, on parle aussi un petit peu de vol libre de temps en temps dans la zone. Donc ça serait intéressant de partager tout ça ensemble. Voilà.
Bien, et ben écoutez, on a fini l'actu du terminal. Est-ce que on dépose il n'y a plus rien, je vois rien. Sujet suivant. Sujet suivant, on va parler d'histoire ce soir. Allez, c'est parti. On va parler un peu. Allez, let's go. Et on est de retour ici. On va survoler un peu l'histoire des moteurs dans l'aviation. C'est un petit peu ça. Hein. C'est juste pour vous donner une idée globale un peu de comment ça a évolué. Ouais. Alors, on va basculer tout de suite. Tac. Alors, on précise, hein, ce sera des moteurs à piston. Ouais. On ne va pas aller jusqu'au réacteur. Alors, on avait déjà parlé avec Cédric. Avec Cédric, qui nous avait fait une belle émission là, sur... on avait revu, d'ailleurs, vous pouvez retrouver le replay probablement sur la chaîne YouTube. On avait expliqué, par exemple, le fonctionnement du réacteur. Comment est-ce que ça marche, le fonctionnement du moteur à piston également. Tiens, bah, regarde, attends, on va faire ça. Hop, toc. Regarde bien, Nico, maintenant qu'on est robotisé, logiquement on doit pouvoir le faire. Tiens, regarde. Ah oui, mais du coup ça a bougé. Tu le bouges en même temps, on le verra pas. Voilà, il est là, regardez. Voilà. On va zoomer un petit peu dessus. Tac, bah voilà, il y a Cédric qui était venu nous expliquer un petit peu le moteur. Voilà, comment est-ce que ça fonctionne, quelles hélices tournent, la compresseur, etc. Voilà, donc si ce sujet vous intéresse, eh ben, vous avez la chambre de le replay ici, qui est sur là. YouTube. Voilà. Voilà. Donc allez y faire un petit tour, puisque de toute façon on ne va pas parler spécifiquement de réacteurs ce soir, on va plutôt parler de moteurs à piston. Donc les moteurs qu'on utilise, qui ont été utilisés d'ailleurs dans l'histoire de l'aviation, c'était les premiers quasiment. Il y a eu des moteurs à vapeur. Oui, bah oui, Clément Ader. Clément Ader avec son éole. Et oui, il y a eu des moteurs à vapeur, et puis après les choses ont évolué, notamment d'ailleurs grâce ou à cause des guerres, qui ont été moteurs dans la production. Il y avait un moteur nucléaire aussi. Mais je suis pas sûr qu'il ait bien fonctionné celui-là. Si. Les Américains, ils avaient fait bombardier nucléaire. Et en fait, ils avaient plombé carrément le cockpit. Oui, voilà. C'était un truc hyper lourd, tout ça. Et puis, on n'était pas encore au point sur la sécurité au niveau aviation et moteurs nucléaires, quoi. Voilà. Merci Jordan pour la réponse. Mais c'était le même principe que les porte-avions ou les sous-marins nucléaires. C'était tout pareil. Oui, c'est tout pareil. Tout pareil. Donc, au début de l'aviation, il faut savoir que les premiers moteurs légers spécialement conçus pour les aéronefs ont apparu quand, votre avis, quand 1903. Ça remonte, hein, ouais, 1903. Bah oui. Et parmi eux figure le Manly. Tu commences ou je commence? Ben, tu veux faire toutes les photos? Bah, je sais pas, c'était pour survoler un peu, puis toi tu rentrais dans le détail, non? Je sais pas. Moi je rentre pas dans le détail en fait, moi je fais juste un exposé rapide de l'évolution. Écoute, si tu veux réagir, on réagit deux. Oui. Donc on va déjà regarder le moteur qui est en haut à gauche. Vous avez vu, celui-là c'est le Manly, c'est un moteur à 5 cylindres rayonnant de 52 chevaux. Il a été utilisé sur l'aéroplane de Langley et il est conservé, il est encore visible au musée américain de Washington, ainsi que Wright. Et après, on retrouve l'Antoinette, on en avait parlé, il me semble, une fois. L'Antoinette de Levasseur, d'une puissance de 24 chevaux avec 8 cylindres, en V, et qui fut industrialisé, adapté à plusieurs avions. Ensuite, il y a eu le fameux moteur sur l'Antoinette de 90 chevaux. Et puis on a évolué comme ça pour voir des moteurs Gnome qui étaient des moteurs un peu particuliers, parce que c'est vrai que d'habitude on voit les cylindres, on voit l'hélice qui tourne, et puis voilà, l'hélice tourne, sauf que il y a eu des moteurs où c'était l'inverse. C'est ce qu'on appelle les moteurs rotatifs. Donc là, c'est le moteur qui tournait. C'est le moteur qui tourne et qui entraîne l'hélice, et l'hélice est fixe. Et ça, c'était assez incroyable. L'hélice, non. En fait, l'hélice était fixe. Oui. Mais l'hélice est fixe sur le moteur. Elle est fixée sur le moteur et le moteur tourne et du coup, l'hélice, elle tourne avec, quoi. Mais... On n'imagine pas ça en voiture. Hein. Non, c'est... Ça serait compliqué. Oula. Ça serait compliqué. Ça fait un bruit. Alors, c'est quoi? C'est le Gnome? C'est le Gnome. Le Gnome. Alors, on voit, parce que Nico nous a amené des photos. Il y avait des 7 cylindres, des 9 cylindres. Les Japonais en ont fait dans les voitures aussi, non? Ah, comme sur les voitures Mazda. Non, en fait, sur les voitures Mazda, c'était des pistons rotatifs, je crois. Là, on parle carrément du moteur qui tourne. On va le voir, parce que justement, j'ai trouvé des vidéos.
Donc là, on est entre 1903, 1908, 1909. 1909, c'est le moteur Gnome dont on parlait il y a un instant. Il y a eu des vols donc, qui ont été faits... le rotatif, 14-18. Ouais. Les avions de chasse de 14-18. Il y a eu des moteurs de ce type-là qui ont été montés aussi sur des dirigeables. Voilà. Le problème des dirigeables, c'était que forcément, un moteur qui chauffe dans une enveloppe qui contient de l'hydrogène, bah, si jamais il y a une fuite, ça fait boum. Bah oui, faut pas. Donc, bon, ça a été un peu discuté. C'est pour ça que les moteurs n'étaient pas carénés dans le dirigeable. Ouais, valait mieux pas. C'était sur des nacelles à moteur. Donc voilà, et puis après, bah, il y a eu tout plein d'avions un peu mythiques qui ont embarqué ce type de moteur. On pense au Newport. On pense à tous ces avions-là, parmi d'autres. Et puis, justement, puisqu'on parlait du Rotary Gnome, on va essayer de l'incruster. Vous allez voir, normalement, il y a du son. Alors, regardez bien, hop. Donc, vous voyez, là, c'est le moteur qui a été démonté, monté sur une petite nacelle. Et il n'y avait pas de démarreur à l'époque. Donc, il fallait qu'on démarre à la main. Et donc, c'était quand même assez sportif. Donc, vous voyez que l'hélice tourne, mais c'est l'ensemble du moteur qui tourne. Alors vous allez entendre le bruit caractéristique en plus. Donc ça c'est le chien. Voilà. Voilà, donc c'est tout le moteur qui tourne. Donc là c'est tout le moteur qui tourne. Hein. Ouais. Donc on imagine la maintenance et puis l'ingénierie qu'il devait y avoir derrière. Hein. Voilà, c'était un petit peu pour vous montrer ça. Donc là on est vraiment dans les, en fait, dans les premiers le mélange était injecté dans le carter du moteur, qui après était distribué dans des tuyaux d'admission, qui allaient dans les cylindres en haut, et il n'y avait qu'un seul culbuteur qui ouvrait l'admission et qui fermait l'échappement, et puis après qui fermait surtout, voilà. sur tous les cylindres. Alors j'ai regardé un peu, j'ai pas noté, puis mais c'était assez compliqué quand même, hein. C'est à 55 degrés ça fait ci, à 36 degrés ça fait ça quand le moteur pour le réglage et tout, c'est pointu, hein. C'est un moteur pointu. Il y a des images, et l'autre main se fait tirer par un autre gars pour avoir plus d'élan. Oui, c'est possible. C'est possible. Donc là, c'était, encore une fois, on ne va pas rentrer non plus dans les détails trop techniques du fonctionnement de ces moteurs-là. C'est pour vous montrer l'évolution, l'évolution au fur et à mesure du temps. Donc, évidemment, on voit ce moteur Gnome qui avait quand même une certaine taille pour l'époque. Et ils avaient déjà eu l'idée de se dire, bon, bah, c'est un peu volumineux. Est-ce qu'on ne pourrait pas faire quelque chose qui tienne moins de place ? Et donc... vous avez l'image en bas à droite, ils ont eu l'idée de faire un moteur avec les cylindres en face à face, donc qui soit à plat. Cylindre à plat. Donc on va gagner de l'espace, on va gagner, voilà, on va gagner de l'espace et du poids aussi, les deux. À l'époque, il y avait déjà plusieurs personnes qui avaient dit, notamment Nadar et Landel, qui exprimaient leur besoin d'avoir un moteur et que ce moteur soit petit. Et ils étaient même allés à pousser le vice en disant il faudrait qu'on ait un moteur qui soit destiné à un avion. Et je vais retrouver la citation exacte. Voilà, aussi petit qu'une montre, mais aussi puissant qu'un cheval vapeur. Oula, là on est dans le moteur quantique. Là. On était déjà dans la projection de la miniaturisation qu'on connaît aussi aujourd'hui avec les avancées technologiques. Alors en 1896, c'est vrai que les voitures elles existaient déjà avec des moteurs, à piston comme ça. Et il faut rappeler que Nadar était un fervent, il faisait du ballon. Il était photographe, mais il faisait aussi du ballon. Donc voilà, et puis on avance. Alors voilà, si on regarde d'un petit peu plus près, à quoi ça ressemble. Là, on a ce qu'on appelle une coupe avec un cylindre en V, et vous voyez déjà qu'à l'époque, il y a les petites zones vertes. C'est quoi ces petites zones vertes ? C'était du liquide de refroidissement, puisque on avait déjà eu l'idée. Quand on refroidit un avion par air, il faut quand même qu'il y ait un déplacement. Voilà. Il y a deux façons de refroidir un moteur. C'est soit refroidissement par air, ou soit refroidissement liquide. Et il y a eu des voitures qui étaient refroidies par air aussi. Les 2 chevaux par exemple. C'était de l'air poussé autour du moteur qui le refroidissait. Le ventilateur devant le moteur, il sert à ça. Aussi.
Et donc là, on a eu l'idée de rajouter donc, du liquide de refroidissement autour du moteur pour le refroidir. Alors la question, c'est si on rajoute du liquide de refroidissement, c'est plus efficace? C'est pareil? Bah, ça demande un peu plus de technologie parce qu'il faut prévoir tout le circuit de l'eau pour aller refroidir, de revenir, une pompe et tout. Un radiateur, il peut y avoir des fuites. Donc, et puis du poids aussi. C'est un moteur plus lourd du coup. Eh oui. Mais par contre, ça chauffe peut-être un peu moins. Peut-être. Ouais. Je sais pas. Ok. Donc vous voyez comment c'est fait. Alors même principe, hein, des pistons qui se déplacent dans une chambre. Et puis on fait des explosions pour les pousser. Et puis le mouvement est transformé de manière longitudinale en manière rotative pour faire tourner l'hélice. Hein. En fait, c'est un compromis parce que si tu regardes les moteurs en étoile, comme on a vu le Rhône, en fait, tous les cylindres ils sont en face. Ouais. Donc ils sont tous refroidis pareil, par air. Ouais. Mais par contre, ça prend de la surface, donc du coup ça fait de la traînée. Ouais. Donc du coup ça va moins vite pour l'avion. Ouais, ça ralentit le déplacement de l'avion. Voilà. Okay. Tandis qu'un moteur en ligne, c'est plus fin, donc l'avion il est plus fin, il va plus vite dans l'air. Par contre, les cylindres à l'arrière, eux, sont beaucoup moins bien refroidis. Ah oui. Parce qu'ils sont à l'arrière du truc et ils prennent toute la chaleur des autres cylindres. Donc on a des écarts thermiques entre les deux. Voilà. Donc, les moteurs en ligne étaient souvent même tous refroidis par liquide. Et les moteurs en étoile étaient refroidis par air. Ok. Alors on va voir justement le fonctionnement d'un moteur en étoile et regarder cette petite animation qu'on a trouvée. Où on voit justement un contrepoids et on va dire que là où c'est rouge, c'est là où il y a l'explosion. Donc là, on mélange de l'essence et de l'air et on déclenche avec une étincelle l'explosion. Et vous voyez comment, de manière un petit peu successive, on transforme un mouvement longitudinal en mouvement rotatif. Voilà. Et on met un contrepoids pour éviter que ça pour équilibrer. Voilà. C'est un truc d'équilibrage. Alors finalement, quand on regarde bien, sur 2, 4, 6, 8, 9 cylindres, il n'y en a que 2 qui fournissent de la poussée en même temps. Voilà. 2 sur 9. Voilà. Alors à un moment, après, les cylindres, ils ont arrêté de tourner. Hein, ouais. Voilà, c'était pour expliquer un petit peu ça. Donc au niveau des architectures moteurs dont on parlait il y a quelques instants, il y a ces fameux moteurs en étoile, parce que c'est vrai que ça ressemble à une étoile. Oui. Et puis il y en a qui mélangent un petit peu les deux. Vous voyez celui qui est en X au milieu, le moteur de Gauvain-Brillier. Oui. Et finalement, c'est des moteurs en ligne, mais disposés en étoile. En X, d'accord. En X, voilà. Vous avez également le moteur de l'Antoinette 100 chevaux qui est à gauche. Hein, vous voyez, alors est-ce que vous allez le voir? Ouais, ici, là. Voilà, ici. C'est pas un moteur de Tesla, ça. Non, c'est pas un moteur de Tesla. Je te garantis que je reviendrai à la fin, je parlerai de Tesla parce que j'ai découvert un truc et je vais m'intéresser un petit peu dessus. Ok. Et là, vous avez à droite donc un moteur Renault, puisque Renault faisait aussi des moteurs d'avion à l'époque. Donc un moteur Renault de 50 chevaux. Alors rassurez-vous, on va rentrer en détail dans tes photos, parce que je pense que tu as pas mal de choses à nous montrer après de photos de vrais moteurs. Ensuite, on va partir du côté de chez les Allemands, puisqu'on se projette en 1926, on est à l'aube. On est à l'aube de la Seconde Guerre mondiale, on a passé la première. Et les Allemands, vous le savez, étaient quand même assez ingénieux, notamment en aviation. Mais même en mécanique générale. Oui, Mercedes, ça existait déjà. Hein. Volkswagen, BMW, etc., les marques emblématiques. Vous avez ici un moteur, donc le BMW 6, c'est un V12, donc 12 cylindres posés en V, 750 chevaux. Alors on est passé de 50 et quelques chevaux à 750 en l'espace de 15 ans, 10 ans, 15 ans. Donc vous vous rendez compte un petit peu de l'évolution technologique et de la vitesse à laquelle ça a été. Cet avion, ce moteur était monté, vous le voyez, sur un avion Dornier, donc avion allemand. Le moteur était situé au-dessus de l'aile, donc c'est un avion amphibie qui permettait donc de se poser sur l'eau. Et il y avait une hélice quadripale qui était dessus, vous voyez, hop, c'est ici le gros bloc moteur qui est situé au-dessus de l'avion. Alors cet avion s'appelait le Dornier Val. Val, pourquoi? Parce que ça veut dire une baleine. Il ressemblait à une baleine. Ok.
ils sont creusés la tête pour trouver le nom, et ça donnait ceci. Alors il faut savoir que cet avion était allemand, mais que les Allemands n'ont pas eu l'autorisation de faire des tests. Et non, parce qu'après avoir perdu la Première Guerre mondiale, il y avait beaucoup de restrictions au niveau aérien. Voilà, ils étaient. Alors, petite anecdote, hein, ça n'a rien à voir avec les moteurs, mais en fait, ils faisaient beaucoup de vol à voile. Les Allemands ? Les Allemands. Ouais. Et ils faisaient beaucoup de vol à voile. C'est comme ça que les jeunes pilotes allemands ont appris à piloter. Et c'est comme ça qu'ils sont devenus des très bons pilotes de chasse. Ils étaient jeunes, hein, à la Deuxième Guerre mondiale. Ouais, ils démarraient très très jeunes. Ouais. Donc c'était faire un peu. La légende raconte que les Allemands allaient s'entraîner des restrictions en Russie, ouais. Et l'interdiction d'avoir une aviation militaire. Et oui, justement. En fait, ils faisaient du vol à voile. Ils faisaient du vol à voile en Allemagne, voilà. Et après, ils allaient en Russie s'entraîner sur des vrais avions, quoi. Ils avaient 20 ans, même pas. Ah oui, bah, même moins. Ils avaient 14 ans, ils étaient 13-14 ans quand ils commencent à faire du vol à voile. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, donc après ça a donné des as allemands. Des as allemands, des pilotes de chasse allemands. Il fallait pas s'y frotter, quoi. Hein. Donc les essais de cet avion-là et de ce moteur-là ont eu lieu en Italie, justement, puisque l'Allemagne était sous restriction aéronautique. On continue chez BMW, puisque là, on se projette 4 ans plus tard, en 1930. Et là, en 1930, vous voyez déjà l'architecture du moteur. Ça vous donne un ordre d'idée, hein. On est en double étoile, 1400 chevaux sur 14 cylindres. C'est le fameux moteur qui équipait les Focke-Wulf. Les Focke-Wulf 190. Focke-Wulf 190. Alors, on dirait pas comme ça, vous avez la photo en haut à droite, mais cet avion, il est grand, hein. Il est très haut sur pattes. Ouais. Est-ce qu'il y en a qui ont vu celui de Christophe Jacquard à Ferté-Alais? Oui, parce qu'il y en a en état de vol en France. C'est Fluckwerk qui avait reconstruit donc plusieurs Focke-Wulf 190, donc des copies d'après les plans originaux. Et donc du coup, c'était Christophe Jacquard qui en avait acheté un. Il a fait plusieurs fois la Ferté-Alais et tout ça, et c'est celui qui s'est abîmé en mer au fond, à un meeting à hier en Méditerranée. Il y a eu donc le problème et voilà. Ok. Et donc cet avion-là, si vous avez eu la chance d'être à côté à la Ferté-Alais, j'ai même aidé une belle bête, hein. À le parquer avec Léon aux commandes. Voilà, Léon Matisse, ouais. Voilà. C'est lui qui s'est d'Adolphe Galland. Ouais. C'est lui qui s'est retrouvé au fond de la mer, Léon Matisse. Oui, mais il est sorti. Oui, mais il a failli y rester. C'est les plongeurs qui sont arrivés avec les couteaux pour lui couper les bretelles. Hein. Ah oui, d'accord. Ah, oui, il a failli y rester, quoi. Okay. Et Léon Matisse, c'est bon. Malheureusement, il s'est tué dans un accident du LM. J'ai eu la chance de le côtoyer. C'était quelqu'un de très sympa, très ouvert, très. Ouais. Ah, c'est bien des gens. Alors, comme ça. Il y a une petite anecdote aussi à propos du Focke-Wulf 190. Ah. À propos de Léon Matisse. Il convoyait en fait entre Dijon, Darrois et puis la Ferté-Alais, et puis il y avait un petit problème, tout ça, donc il a dû se poser en urgence sur une base aérienne militaire française, quoi. Donc du coup, quand ça se passe, qu'est-ce qui se passe? Il y a les commandos de l'armée qui viennent, parce qu'on n'atterrit pas comme ça sur une base aérienne. Oui. Donc les commandos soldats français qui sont arrivés au pied du Focke-Wulf 190. Armés, bien sûr. Ouais. Bien sûr. Et donc Léon Matisse s'est pas démonté, lui, il est sorti de son avion, un problème, tout ça. Puis il regardait les soldats, il dit: alors les gars, on a encore perdu la guerre. Il n'a pas perdu son sens de l'humour. Non, mais c'était quelqu'un de très sympathique. Ouais. Donc tout ça pour dire que cet avion, il est quand même assez gigantesque, donc on imagine bien la taille du moteur et surtout la consommation. Je pense que là, il comptait pas. Hein. Ouais. À l'époque, c'était pas une époque où il comptait dire que nos jours, les moteurs électriques radiales font 30 kg et 340 chevaux. Et on a beaucoup évolué sur ces technologies-là. Hein. On continue avec un petit bond de l'autre côté. De l'Atlantique, ou même en Angleterre au départ, puisque la firme Rolls-Royce n'était pas restée en reste et avait récupéré des brevets pour montrer ses propres avions. Et là, on a fait un petit zoom sur le Rolls-Royce Merlin 1932. Donc on est à peu près sur les mêmes époques, mais là on est de l'autre côté. 700 chevaux pour les premières versions, la première version A, 700 chevaux. Le peu, hein. Puis à la version E, on passe à 955 chevaux.
Pour terminer sur le fameux Merlin 61, plus gros moteur de chez Rolls-Royce Merlin, à 1500 chevaux. Alors ce moteur, il était un petit peu caractéristique, il était emblématique de par les avions sur lesquels il était équipé. Vous en avez un certain nombre. Je te laisse les commenter, on voit le Hurricane, bien sûr le Spitfire. Donc qui sont ici. Le P51, donc j'y reviendrai tout à l'heure parce qu'au départ le P51 n'était pas motorisé par un Merlin Rolls-Royce. Donc il est ici, les P51 escadrille. Certains P40 aussi, pareil. Donc là on est Seconde Guerre mondiale à fond. Deuxième Guerre mondiale. Ouais. Deuxième Guerre mondiale. Ensuite, les 4 moteurs du bombardier anglais, j'ai un trou là, je l'avais il y a 2 secondes. Le P26. Le Lancaster. Ouais. Le Lancaster, ces 4 moteurs, c'était des Merlin Rolls-Royce. Le Mosquito aussi, un avion très très efficace, tout en bois. Tout en bois, le Mosquito. Et puis là, c'est un Ferré Fulmar. Là, un Défiant Mark 1. Défiant Mark 1, c'est pas le Fulmar. Voilà. Donc qui était équipé par ce moteur-là. Alors regardez, on va regarder une petite vidéo sur, pareil, 2 moteurs qui ont été restaurés, qui sont présentés. Donc vous voyez un petit peu la taille, il y a la remorque, on va voir le monsieur qui va venir à côté. On fait le tour du moteur, donc imaginez ce moteur-là embarqué dans un avion, vous imaginez aussi la quantité de carburant qu'il faut mettre à l'intérieur pour le faire tourner. Donc les autonomies, c'était combien à peu près l'autonomie d'un Spit ou d'un P51 Demande aux jeunes là. Je sais pas trop, mais c'était 4-5 heures je crois. Tu poses ça sur ta mairie, tu as 2 chevaux, ouais. Alors écoutez bien le son. Je sais pas si vous l'entendez. Ouais, on va le monter un peu là. Écoutez bien le son de ce moteur. Hein. C'est une musique. Hein. Voilà, vous avez le Merlin Rolls-Royce pour les avions et vous avez Harley Davidson quoi, pour les motos. Hein. C'est un peu ça. C'est l'équivalent quoi. Hein. Ouais. Alors, on le reconnaît bien. Et puis après vous avez les muscle cars, les voitures américaines. Voilà, donc... Mais bon, ça fait pas le même bruit qu'en vol. En vol, c'est plus beau parce que tu as le bruit aérodynamique aussi qui s'ajoute au Mustang. Et vous avez vu derrière là-bas, on en parlera un peu après. Là, on a un joli moteur indien là. Donc là, on va voir le monsieur qui accélère, je crois. Alors si vous allez en meeting, vous allez entendre ce moteur-là sur les avions de collection. Alors s'il y a un meeting à faire, il faut aller à Duxford. Ouais. Et c'est là où vous allez voir des belles machines comme ça, et plusieurs Spitfire, et donc plusieurs fois les moteurs Merlin en vol, c'est impressionnant. Ouais. Vous avez vu, c'est aussi un beau sèche-cheveux. Oui, le pied sec. Un Merlin, il y en a un qui l'a monté sur une Rolls-Royce. Ouais. Voilà. Bon, alors vous verrez qu'après, je crois qu'ils mettent en route l'autre à côté. Il y a les 2. Alors, l'autre à côté, ça doit être un moteur de Tempest 2, je crois. On voit la prise d'air qui est là-bas au-dessus. Tu vois, pour ça aux États-Unis. Mais il y a pas mal de personnes qui font ça, de la restauration de moteurs. En fait, ils viennent juste exposer les moteurs. Ça se fait assez. Le P51 avec les 2 bidons pouvait accompagner des B17 sur Berlin aller-retour. Aller-retour, plus faire du combat aérien. Oui. Parce que ça consomme de faire du combat aérien. Ouais. Et voilà, l'autre qui démarre. Là, il y avait les 2. Mais c'est sympa à voir. Hein. Alors évidemment, vous imaginez bien aussi que c'est des hélices un peu spéciales parce que normalement, les vrais sont beaucoup plus larges, les mettre plus grands. Il faut savoir qu'un moteur, on ne peut pas le faire tourner sans rien au bout. Quoi. Ouais. Sinon, ça laisse craindre. Donc là, c'est des hélices plus petites parce qu'ils sont montés sur une remorque. Voilà. Il faut lui donner quelque chose à tourner, quoi. Sinon, il va se demander à quoi il sert, le moteur. Voilà. Bon, c'est sympa une petite vidéo comme ça. Donc, on était sur le fameux moteur de chez Rolls-Royce, le Merlin. Et puis, ensuite, on a augmenté de taille et on arrive sur un de tes avions fétiches. On est aux États-Unis. On est aux États-Unis. On est sur un moteur qui fait 1 tonne, 2000 chevaux, 18 cylindres en étoile. Imaginez 2 rangées de 9 cylindres en étoile
46 litres de cylindrée. Alors, on rappelle la cylindrée, hein. Vous prenez le volume de tous les cylindres. Donc ça marche aussi sur vos voitures, hein. Voitures thermiques. Prenez le volume, vous les remplissez d'eau, et puis vous voyez le volume que ça fait. Et là-dessus, ça fait 46 litres. C'est gigantesque. Alors il était turbo-compressé, ce qui lui permettait d'avoir aussi de bonnes performances en altitude. C'est le moteur vedette de Deuxième Guerre mondiale américain, quoi. Tu vois, il équipait beaucoup d'avions. Donc sur quoi il était monté? Il était monté sur ton avion fétiche, le premier, qui est ici. Vous avez peut-être vu la série Les Têtes Brûlées. Voilà. Avec les ailes en W. C'est ça. Il était monté sur le F6F3. Wildcat. Le Wildcat. Avec une photo au-dessus de la Californie. Alors sur le F6F3, je me demande si c'était pas un simple Wasp. C'est parce qu'il y avait il y avait une version simple Wasp et double Wasp. Ouais. Et sur le Wildcat, c'était un simple Wasp. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y avait qu'une étoile de cylindre. Qu'une étoile, oui, il était. Voilà, le Corsair, il y avait et l'autre, il y avait deux rangées de cylindres, deux rangées d'étoiles. D'ailleurs, on le voit parce que les nez, enfin les museaux des avions sont beaucoup plus longs. Le P-47. Le P-47 qui est ici. Pareil, hein, c'est une grosse bête aussi. Hein. Alors, vous voyez les couleurs aussi, le petit damier blanc et noir et les bandes qui correspondent au débarquement. Voilà, les bandes de débarquement, des bandes d'identification, comme on dit. Voilà, et il a été monté aussi sur des bombardiers. Voilà, on a le B-26 Marauder à gauche. Et le A26B Invader à droite, qui sont là, qu'utilisaient eux cette fois un peu plus tard, c'est pendant la guerre du Vietnam. Et enfin le Black Widow aussi, qui était le premier chasseur de nuit équipé d'un radar. Voilà, c'est le premier avion de l'histoire, le P61, qui avait une caractéristique, c'est qu'il avait un arrière avec deux poutres. Vous voyez, on voit, c'est pas un seul arrière avec une dérive, vous avez deux poutres avec un empennage plat derrière. Voilà. Donc on évolue aussi sur les structures des avions. Hein. Donc vous vous rendez compte, ça va quand même. Moi, ce qui m'interpelle, c'est la vitesse d'évolution de ces moteurs-là. On passe à des puissances qui sont folles en très peu de temps quand on regarde. Tiens, regarde, Free Flight, il fait une belle remarque là, une bonne remarque aussi sur les Canadair aussi. C'était des Pratt & Whitney. Ah, sur le Cell 215, les premières versions des Canadair, exact. Moteur en étoile. On continue, alors cette fois on va revenir un petit peu, alors il y a une pub qui se déclenche en 15 secondes, si vous ne souhaitez pas la pub, prenez un sub les amis, et au moins vous pourrez continuer de suivre ce live avec les moteurs à venir, puisqu'on va rentrer dans l'aviation un peu plus générale. L'aviation générale, c'est les moteurs des avions de tous les jours, des petits avions légers. Alors qu'est-ce qu'on utilise? On va parler du moteur Continental, le 0200A, qui est équipé plein d'avions, les fameux avions à aile haute, donc les Cessna, les petits avions Cessna, les PA-18 Super Cub, les fameux Super Cub, les Piper Cub, qu'on voyait beaucoup en meeting, et qui servaient aussi aux pilotes de chasse pour se former. Les avions écoles, au début. Les avions écoles. Les Champion 7. Les avions de liaison, beaucoup pendant la guerre, les avions de liaison. Ouais. On a. Alors, c'est des avions, vous voyez, on parlait tout à l'heure des cylindres à plat. Et bien là, on est typiquement dans le cylindre à plat. Vous voyez ici, là, on voit donc les bougies, on voit les cylindres, et effectivement, ils sont placés de chaque côté de l'axe. Donc, on est sur du cylindre à plat, refroidi par air. Donc l'air qui arrive par devant et qui passe de ces petites ailettes qui sont ni plus ni moins que les radiateurs. Oui, voilà. Au lieu de chauffer, ça refroidit. Voilà. Pour faire simple. Ça diffuse la chaleur. Comme l'air passe. Ce moteur Continental, produit aux États-Unis, a été repris, racheté. Il y a des droits qui ont été repris par Rolls-Royce pour les adapter et les mettre en place sur d'autres avions, notamment des avions européens. On pense au Robin DR-220, vous les avez tous vus, l'ancêtre quelque part du DR400, le fameux avion d'Aéroclub. Si vous avez fait des baptêmes de l'air, vous avez peut-être volé dans des DR400 dans les clubs. Le Robin DR220, c'était une des anciennes versions qui utilisait le moteur Continental. Il est équipé pas mal d'avions d'Aéroclub. On pense au Morad Sunny 880. On pense au Beagle Pup, etc. Voilà, donc c'était des moteurs très classiques qu'on retrouvait notamment dans les aéroclubs. Ils consommaient pas trop, ils avaient une puissance qui était honorable.
Et en plus, sa maintenance était quand même était beaucoup plus simple. C'était simple, ouais. C'est l'avantage. Ensuite, vous avez un moteur en dessous. On va retourner en Allemagne, puisque c'était à peu près en même temps. Ce moteur-là, c'est Peter Limbach qui l'a créé. Il a créé donc sa société Limbach Flugmotoren dans les années 70. C'était une société qui développait donc des moteurs à essence pour l'aviation légère, les petits avions. Et la base, et c'est là que c'est extraordinaire, c'était que la technologie était sur un moteur de Volkswagen Coccinelle. Donc il a eu l'idée de reprendre ce moteur de la Coccinelle pour se dire, sur cette base-là, on va faire un moteur d'avion. Et c'est ce qu'ils ont sorti ici. Et ce moteur a équipé un certain nombre d'avions qui étaient aussi exploités dans les aéroclubs. Donc il était produit en Rhénanie du Nord, Westphalie. Les moteurs, donc 4 cylindres à plat, même chose, qu'on appelle de type Boxer. Alors ça, c'est spécifique à BM et à Volkswagen, ces fameux type Boxer, vraiment les cylindres à plat, posés de chaque côté, qu'on retrouve même encore aujourd'hui sur certaines motos. Vous avez des motos Boxer avec les cylindres qui sont en face à face. Type Boxer de 1700 à 2400 cm3, on est loin quand même des 46 litres de l'autre d'avant. Hein. Oui. C'est quand même un peu plus abordable. Et des avions qui allaient de 60 à 160 chevaux quand même, ce qui est plutôt pas mal pour des moteurs de cette taille-là. Ils étaient notamment montés sur des Aero AT3, les Robin ATL, qui n'ont pas été produits à beaucoup d'exemplaires. C'était des petits avions d'aéroclub. Hein. Et puis les Fournier RF5 et le Diamond HK36 Katana, je crois, de mémoire. Tu sais, j'en ai fait du Fournier RF. Alors, je ne sais plus si c'est le 6 ou le 10. C'est bien, il y a une patrouille qui s'est reformée en Fournier. Non, c'est pas ça? C'est pas les mêmes? Il me semble. Peut-être que Free Flight j'avais bien aimé comme avion. Il était en relation avec eux. C'était un avion bien sympa à piloter. Et c'est un peu la même histoire que le moteur Mercedes des DA40, parce que là, pareil, c'est un moteur de Mercedes, un moteur de voiture qui a été adapté à l'aviation. Si ça marche pour l'un, ça peut marcher pour l'autre. Voilà. On continue avec quelque chose de plus récent. Hein. On arrive sur nos années, on va dire, si on ose dire. Hein. Enfin, sur des époques beaucoup plus actuelles. Et une firme qui s'appelle Rotax, qui a été fondée en 1930 et qui a certifié le premier Rotax pour l'aviation, le Rotax 912A en 1989. Le 912S sort en 98 avec une autre technologie et le 912IS en 2012. En gros, ce qui change, c'est qu'avant, on a des moteurs à carburateur. Donc en gros, le moteur tourne, on aspire de l'air et l'aspiration de l'air va aspirer de l'essence. Résume. Et l'autre, c'est ce qu'on a dans les voitures un petit peu actuelles, c'est-à-dire de l'injection. Donc on injecte de l'air à l'intérieur du moteur, et puis un compresseur ou un turbo va injecter aussi de l'air, on mélange le tout, et finalement... Injection d'essence. Voilà, c'est de l'injection. Moteur Rotax qu'on retrouve aussi dans les kartings, exactement, c'est ce qui est marqué. Rotax a aussi produit des moteurs pour ce qu'on appelle les loisirs récréatifs. Vous en retrouverez notamment dans les motoneiges, puisque Bombardier, qui est la firme qui a repris BRP, qui a repris justement tous ces loisirs créatifs, a décidé de se baser aussi sur le Rotax pour mettre ça à l'intérieur. Donc il y en a sur des motoneiges, sur des jet skis, sur les kartings et même sur des motos. Il y a des marques comme Aprilia, je crois, Benelli, il me semble, qui ont repris sur quelques modèles des moteurs Rotax. Voilà. Ils ont l'avantage d'être légers, d'être assez puissants, ils tournent vite. Après, il y a eu quand même des fois petits hicks de fiabilité. Le Rotax, j'ai entendu parler de ça. En aviation, je parle. Hein. Voilà. Tiens, à propos de karting, là, ça me rappelle une petite anecdote, parce que c'est un petit lien avec l'aviation. D'où ça vient le karting? J'ai entendu dire qu'en fait, c'était les mécaniciens avions sur les bases américaines là, qui avaient inventé le karting parce qu'ils avaient des petits moteurs pour faire marcher des pompes, pour faire marcher des groupes électrogènes, donc ils avaient des petits moteurs et ils ont eu l'idée de prendre les roulettes de queue des avions pour faire les roues et puis de faire des petites voitures comme ça. Et c'est comme ça qu'ils ont fait le karting. Le karting est né, ils faisaient la course et s'amusaient. Voilà. Ok, et puis enfin, pour terminer un petit peu cette rétrospective-là, avant de regarder ensemble les photos que Nico a amenées. Alors, je rebondis sur Aviateur 59, Paolo, qui nous dit qu'il y a un fabricant qui s'appelle Werner Moteur qui fait des moteurs en étoile. Ouais, aujourd'hui.
Oui, aujourd'hui, moderne. Bah, un peu comme il y a une marque aussi en Australie, c'est Rotec. Rotec qui fait des moteurs en étoile aussi. Ok. On en reparlera avec un invité qu'on aura là au mois de mai. Ah bah ça permet d'introduire justement cette émission. Voilà. Au mois de mai, voilà, au mois de mai, on va recevoir un invité qui a construit son avion de 14-18 et qui avait utilisé un moteur Rotec. Voilà. Apparemment, il y a eu des soucis avec. Donc, voilà, donc du coup, il a mis un Lycoming dessus. Donc si vous voulez construire un avion, ça va très bien. Et ben vous pourrez lui poser des questions. Voilà. N'hésitez pas, hein, c'est du 14-18. Hein. Vous rencontrerez quelqu'un qui a construit son avion et en plus un avion, une réplique d'un avion historique. Voilà, et c'est pas inaccessible. C'est faisable. Voilà. Donc rapidement, pour terminer, la désignation générale des moteurs à piston qui est basée sur la firme Lycoming aux États-Unis, avec des termes qu'on retrouve un peu sur d'autres avions. AE pour aérobatique. Souvent, quand ils ont la dénomination, le nom du moteur avec AE, c'est qu'il est spécifié aérobatique. En gros, c'est quoi? C'est que le moteur est capable d'être alimenté en essence quand on est à plat, mais aussi quand on est sur le dos. Parce qu'en voltige, on se met la tête en bas, et donc il faut quand même amener de l'essence et de l'huile au moteur pour qu'il continue de fonctionner en vol d'eau. Donc il faut repenser un petit peu ces systèmes d'alimentation. On a le H pour l'installation verticale, donc pour les hélicos. On a l'injection, le fameux I. On a le L, c'est le vilebrequin rotation anti-horaire, c'est-à-dire que l'hélice, au lieu de tourner dans ce sens-là, elle va tourner dans l'autre. D'accord. Voilà. Donc ça modifie quelque peu aussi le pilotage de l'avion. On a le O, donc le moteur à piston opposé. On a le T pour le fameux turbo, les moteurs turbo compressés. On a le R, moteur en étoile. Ah oui, le R, moteur en étoile, radial cylinder. Voilà. Pratt & Whitney, R 1340, R 2800. Le R machin qu'on a vu tout à l'heure. Le G avec le réducteur. Donc le réducteur, c'est quoi? C'est une sorte de boîte de vitesse. Oui. On peut dire. Hein. Le moteur tourne vite, on réduit un peu. Merci pour le lien, Stéphane. Qu'est-ce qu'on a encore? Alors le V, installation verticale pour les hélicoptères. Le S, moteur surcompressé. Donc là, c'est le supercharge. Et en règle générale, les numéros qui sont avant ou après indiquent la cylindrée en pouces cubes. Donc voilà, en gros, la taille des cylindres, quelque part. Voilà, et généralement, un moteur, le plus il a de cylindrée, le plus il est puissant. Plus il est puissant. C'est un peu le... Plus l'explosion est grosse, parce qu'il y a plus de mélange du coup, et plus c'est puissant. Voilà. Donc, vous savez un petit peu tout sur l'évolution de ces moteurs. Maintenant, on va aller voir, on va aller regarder avec Nico les différentes photos de modèles de moteurs qu'on vient de vous montrer. On va voir d'autres modèles, on va revoir des mêmes, hein, mais avec voilà. Tac. Alors, est-ce que on va le voir? Et voilà. Et donc, on va commencer ici. Alors, on va faire une petite question là, un petit quiz. C'est le moteur de quel avion? Dans le chat, répondez-moi. À votre avis? Ah oui, voilà. Alors c'est un moteur de 4 cylindres. Il faut qu'on regarde un peu à quoi ça ressemble. Parce qu'on voit le moteur, on voit des chaînes. Ouais. Il y en a un qui a déjà répondu. Il y en a un qui... Le Flyer. C'est Run to the Sky. Il est bon ce Run to the Sky. Hein. Donc c'est bien le moteur des frères Wright. Du Flyer des frères Wright. Donc c'était un moteur de 4 cylindres qui entraînait par chaîne 2 hélices. La petite potière, excellent. C'est le moteur de son tour de potier. Ouais, c'est ça. C'est peut-être ça, parce qu'il faisait 12 chevaux. Hein. C'est pas énorme, 12 chevaux. Hein. Et mec, 12 chevaux, 2 hélices, et ils sont partis avec ça. Hein. C'est incroyable. Bon, ça, c'était dans les années 1900. Hein. Voilà, c'était 1903, le premier vol 1903, tu vois. Donc, Ouais, ok. Tiens, les amis, si vous voulez faire un shoot-out à la petite potière, elle nous a mis son pot qui tourne. Vous désirez voir une chaîne justement qui fait tourner, non pas des moteurs, mais de la poterie, c'est chez elle qu'il faut être. Hein. Voilà, oui. Donc, on voit le moteur, on voit les chaînes, et donc ces chaînes distribuaient la puissance du moteur aux hélices par des chaînes comme des chaînes de vélo. Hein. Voilà, alors, il y a 2 hélices, mais un moteur, est-ce que c'est un bimoteur? C'est quelle catégorie ça? Moi, je dirais que non. Moi, je dirais oui, mais les poussées, c'est comme un bimoteur. Oui, mais il n'y a qu'un moteur. Ben voilà, donc il faut passer quelle qualification? Quelle qualification pour ce... Je ne sais même pas s'il y avait des qualifications à l'époque. Ensuite. Donc là, on est sur de Lanzani, donc moteur du Blériot 11 de Louis Blériot, avec lequel il a traversé la Manche. Donc là, 3 cylindres. Ouais.
Hein, 3 cylindres, ça faisait 30 chevaux à peu près. Donc il a traversé la Manche avec ça. Voilà. Quel courage. Hein, Non, mais fallait... Bah oui, c'est pas énorme. Hein. Vous vous rendez compte? Il y en a un qui pète, il ne reste plus que 2. Hein, donc, c'est sûr. je pense pas qu'il puisse tenir en l'air avec 2 cylindres. Hein. Ouais. Enfin bref. La commande marche pas. Contrairement, Comment ça, la commande marche pas? Non, normalement, si, ça doit fonctionner. Ça marchait tout à l'heure. Alors c'est peut-être le dièse SO, les amis. Pas dièse, pardon, point d'exclamation SO. La commande de... on continue donc avec, c'est le même moteur. Voilà, donc mais le là, moteur, là il est monté donc sur le Blériot, hein, sur le devant, avec la structure du fuselage et du berceau moteur, comme on dit. Et tout était en bois autour. Hein. Tout était en bois autour, ouais. Voilà, rigidifié par les câbles. Ok. On parlera de. Alors ça c'est Blériot. Là il me semble, alors je ne sais pas s'il y a encore, peut-être que FreeFlight va pouvoir nous aider là-dessus. Ça c'est une photo que j'ai prise du Blériot qui était exposé au musée des avions de chasse de Montélimar. Ah, donc la question c'est est-ce qu'il y a encore ou pas? Il était à l'entrée, à l'accueil, ouais. Et superbe avion Blériot là. Ok. Donc. Et on parlera justement de ce type d'avion là puisqu'il y a une association de fans d'aviation qui est située à Saint-Hippolyte-du-Fort, donc pas très loin de Nîmes, on va dire, qui ont eu la bonne idée de récupérer les plans d'un Blériot et de remonter le Blériot. Ah oui. Alors il ne vole pas, il tourne, il pourrait voler, mais ils ne le font pas voler. Mais en tout cas, ils ont refait une réplique à l'échelle 1. Bon, on va aller voir ça. Et ben voilà, moi, donc on les verra, on les rencontrera et on discutera avec eux. Blériot s'est engagé à l'offrir à ce musée s'il parvenait à traverser. Ah oui. Ok. On continue. Alors même... Oui. Oui. Donc Anzani, toujours même cylindre, hein, même constructeur de moteur. Alors ce qu'on voit sur les côtés, les tubes, c'est les tubes d'admission ou d'échappement. Ça c'est l'échappement. Donc l'échappement est devant et l'admission voilà, l'admission était derrière. Derrière. C'est si tu peux revenir sur la photo précédente. Ouais, celle-ci. Voilà, tu vois derrière, on voit les tubes en alu, celui qui monte là. Et puis sur le côté là, à droite à gauche, on voit les tubes qui sont recourbés, qui viennent derrière le moteur. Ça c'était l'admission. Ok, donc ce qui amenait le carburant. Voilà, le mélange on va dire. Le mélange air-essence. Ensuite, donc là on voit donc l'autre vue qu'on vient de voir maintenant. Voilà. Là on voit qu'il y a beaucoup plus de choses. Voilà, donc là on est sur un Levasseur, 8 cylindres en V. Ouais. Hein, donc la puissance, je l'ai pas. Mais tu peux passer sur la photo suivante. Et donc ça a équipé, donc tu en as parlé tout à l'heure, l'Antoinette. Donc ça c'est un Levasseur. Levasseur Antoinette. Voilà. Alors pour la petite histoire. On dirait vraiment des pagaies. Oui, ça fait bizarre. Hein. Et pour la petite histoire, en fait, c'est le concurrent de Blériot. C'est-à-dire que là, on vient de voir Blériot, Levasseur, pas Levasseur, mais l'Antoinette de... comment il s'appelle? Hubert Latam. Hubert Latam, voilà, c'est ça. J'avais un trou. Hubert Latam, lui, qui a fait sa tentative de traverser la Manche sur cet avion. C'est pour ça qu'on dirait une coque de bateau? Non, il a pris le... Enfin, je pense pas qu'il... Parce qu'en fait, il est tombé à la flotte, mais je pense pas qu'il avait prévu de tomber à la flotte et du coup faire une forme de bateau. Je pensais que l'image c'était de l'eau, oui, sûrement. Donc le moteur était bien à l'avant avec ses fameuses pagaies. Marque, s'il était posé sur l'eau, il aurait pu avancer. Hein. Bah voilà, c'est ça, ouais. En fait, c'est un bateau à l'envers. Hein. Ouais. Mais voilà, donc il a fait sa tentative, Hubert Latam a fait sa tentative de traverser de la Manche, il était au bas à l'eau et quelques jours plus tard, ou quelques semaines plutôt, Blériot a fait sa tentative sur le Blériot 11 qu'on a vu juste avant avec le moteur Anzani et lui il a réussi à atteindre Douvres. Donc c'était une compétition quand même entre... C'était une compétition, il y avait surtout un prix de 30 000 francs. Ah ouais. Surtout un prix. Podium déjà à l'époque. C'était vraiment l'exploit à faire à cette époque-là, quoi. Ouais. Pour l'instant, les avions volaient, mais bon, c'était de ville à ville, tout ça, donc ils pouvaient toujours se poser. Là, c'était dangereux, il y avait la mer entre les deux. Ouais. Ils ne pouvaient pas se poser pour démarrer, parce qu'à l'époque, il y avait déjà des courses aériennes. Hein. Donc, ils faisaient des meetings aériens, ils faisaient des courses aériennes en France, avec Jules Védrine. Ils se posaient, poum, ils remettaient un coup sur son moteur, et ils repartaient, quoi. Ouais. C'était ça, les courses. Là, non, là, il y avait la mer entre les deux. Donc c'était le grand exploit de l'époque. Ouais.
L'Angleterre n'est plus une île. Donc l'Antoinette. Voilà. Antoinette, il y avait une signification particulière de ce nom-là? Non, je sais pas. Sa maman? Je peux pas dire, non, je sais pas. Je préfère dire que je sais pas plutôt que d'inventer justement, ça des bêtises. lance des pics et des idées, et les gens peuvent aller contrôler. Depuis, l'Angleterre n'est plus une île, et en plus, il y a même le train maintenant qui passe voilà, maintenant il y a le train. Alors bon, on a quand même. Est-ce que tu savais que Napoléon avait tenté de faire aussi un tunnel sous la Manche? Ah non. Pour aller en Angleterre, si. Ah, okay. Ça date déjà de cette époque-là. Donc là, tu vois, tu parlais du Le Rhône tout à l'heure. Et ben voilà le Rhône qu'on a vu tourner tout à l'heure dans ta vidéo. Donc c'est un 9 cylindres. Ouais. J'ai pas mis de photo d'avion derrière, mais derrière, il est équipé. C'était un peu le moteur vedette, un peu comme le Merlin. Il est équipé donc tous les Nieuport 10, Nieuport 11. Première guerre mondiale. Première guerre mondiale, ouais. Donc là, on a différentes cylindrées, bien sûr. Hein. Donc Nieuport 10, Nieuport 11. Et puis, les Allemands, ils avaient une copie aussi exactement du même moteur. Et donc le triplan Fokker DR1 était équipé du moteur Le Rhône. D'accord. Ok. Donc on se battait à armes égales. Voilà. On peut dire. Ok. Là. Donc ça, c'est un Salmson, ouais. Moteur français de 50 chevaux. Voilà, donc ouais. Il faisait des avions aussi, ce constructeur-là. Donc il faisait ses propres moteurs et puis ses avions. Donc si tu passes sur la diapo suivante, on verra. Tu vois, il y a un MLN 208 qui nous dit Antoinette, ça vient du prénom de la fille de son associé Jules Gastambide. D'accord. Ah bah, voilà. Donc comme quoi, il y a toujours des petites histoires. Hein. Donc ça, voilà. c'est un avion Salmson. Donc du 14-18, un avion de bombardement et de reconnaissance. On voit un pilote, donc voilà. Évidemment à l'avant, et un mitrailleur à l'arrière. Le mitrailleur, on le voit dépasser sa tête là, avec le mitrailleur. Et le pilote, on le voit entre les deux poteaux devant, ce qu'on appelle les mâts de cabane. Donc ce moteur là, c'est celui qui est installé ici et qui est caréné donc derrière tout ça. Okay. Alors sur la photo suivante, on va avoir un avion bizarre parce que ce moteur là tu vois comment il était monté? Il était monté transversalement sur l'avion. Ouais. Avec des reports de... Comment on peut appeler ça là, des cardans ou des trucs comme ça? Des cardans qui... Et donc il y avait un autre moteur de l'autre côté, donc c'était un bimoteur aussi. Et donc tu avais des cardans comme ça qui faisaient tourner les hélices de chaque côté. Donc, Et c'est ce qu'il dit Run to the Sky, bombardement qui consistait en fait à lâcher les bombes. Au départ c'était ça. Après ils ont notamment Michelin qui avait inventé le système sur les Breguet. Ouais. Sur les Breguet, il y avait un système où on mettait les bombes en dessous des avions et puis il y avait un système qui faisait larguer les bombes. Mais au départ, oui, bien sûr, ils ont emmené tout ce qu'ils ont emmené. Hein. Ouais. Au début, j'ai lu des trucs, moi. Alors c'est assez marrant parce que là, effectivement, la roulette de nez, elle a l'air d'être en l'air, tu vois, elle n'est pas posée au sol. Est-ce que c'était volontaire ou pas? Je pense, oui. Ouais. Ok. Bon, déjà, pour l'atterrissage, il y a une taille un peu plus grande. Conséquente. Hein. Ouais. Donc ensuite, là, on est sur un Hispano-Suiza, autre grand nom de la construction de moteurs aéronautiques. Hein, donc Hispano-Suiza. Donc là, tu peux passer sur la photo suivante. Donc il est équipé les SPAD 7. Donc là, on voit le SPAD 7 de Guilmer. Et celui que vous voyez là, Georges Guilmer, donc l'as des As à l'époque de 14-18, hein, l'as des As français, on va dire que c'était le Zinedine Zidane de l'aviation, de la chasse française à l'époque. Il était aussi connu? Ah bah pareil, hein. Oui, c'était un drame national quand il s'est fait descendre, quand il est mort en 1917. Et donc ce SPAD-là, c'est exactement celui du musée de l'air que vous pouvez voir. Ouais. C'est celui-là. Bon, il était un peu restauré, tout ça, au musée de l'air. Hein. Mais sinon, c'est exactement celui-là. Donc musée de l'air au Bourget. Voilà, au Bourget. Vous pouvez voir le... Donc un chouette musée à aller visiter, évidemment. Si vous ne connaissez pas, on vous encourage à aller y faire un tour. Voilà. Il y a l'histoire, toute l'histoire de l'aviation. Donc derrière, donc là pareil, un Hispano-Suiza donc plus puissant qui équipait lui le SPAD 13 qu'on va voir juste après. Vas-y, tu peux. Il est en cours de restauration, nous dit Aviateur 59. Donc il doit être c'est vrai que j'avais lu ça quelque part. Ouais. Donc là on voit le SPAD 13 de René Fonck. Donc lui c'est l'as des As français avec 75 victoires de 14-18. Avec sa petite combinaison un peu ample. Voilà. Et chaude surtout parce que les mecs ils montaient. Ok. Ils montaient. Donc les Allemands, eux de leur côté, ils avaient donc des moteurs Mercedes, donc tu peux cliquer aussi. Donc c'était des moteurs refroidis par liquide en ligne, tu vois. Et donc là on voit un Albatros D3.
Donc ça, c'est le frère de Richthofen là, qui pilote là. Et tu vois, on voit le tube au-dessus du moteur là sur le nez. Ouais. Donc ça, c'est le tube par où l'eau de refroidissement passait. Parce que le radiateur, lui, était placé dans l'aile. Ah oui, d'accord. Tu vois? D'accord, donc l'eau était dans l'aile et il fallait voilà, le radiateur au niveau du moteur, et après ça repartait dans l'aile, dans le radiateur, et puis ça revenait. Mais c'était pas bête, parce que l'écoulement de l'air autour de l'aile faisait que voilà, donc après il y avait des petites lames qui faisaient que l'air traversait le truc, et puis ça ressortait par le... Ah ouais, c'est ingénieux. Et le pilote, lui, avait une manette pour pouvoir régler en fait les petites palettes du radiateur pour les fermer plus ou moins. Donc il choisissait en fonction de la température moteur. Bravo. Donc, bon, bah, j'ai mis un moteur d'entre-deux-guerres, donc là où les cylindres s'arrêtent de tourner. Ouais. Hein, donc voilà, genre, je ne sais pas ce que c'est comme moteur, je ne sais pas ce que c'est comme avion. C'était juste pour parler d'entre-deux-guerres. Okay. Là, on a un moteur pareil de chasseurs français. Donc c'est un hispano-suiza aussi. Architecture en V. Architecture en V. Vous savez maintenant. Refroidissement liquide, hein, ces avions-là. Et donc tu peux. Donc c'est un moteur de Morane-Saulnier 406. Donc tu peux cliquer. Ouais. Voilà, donc le Morane-Saulnier 406, un avion de chasse de Deuxième Guerre mondiale, français. Ouais. Hein, Morane-Saulnier, donc. Voilà. Et là, donc, bah voilà, on retrouve. On est chez les Anglais, on retrouve le. C'est exactement la même photo que la tienne. On a les mêmes adresses internet, j'ai l'impression. Donc le moteur Merlin Rolls-Royce, tu peux cliquer, on le voit de profil. Le Merlin Rolls-Royce. C'est un beau bébé. Hein. Voilà, donc derrière avec le compresseur aussi, hein, parce qu'il y a de l'air compressé aussi pour pouvoir monter en altitude. Et oui, bah ça on peut l'expliquer rapidement. Quand on monte en altitude, vous savez que la pression ambiante elle a tendance à diminuer. C'est d'ailleurs pour ça que les alpinistes, quand ils montent en altitude, qui vont faire l'Everest, il faut qu'ils aient de l'oxygène supplémentaire parce que du coup, la pression diminue et la pression partielle d'oxygène diminue. Et donc pour contrer ça, parce que si on fait diminuer la pression de l'air qui doit rentrer dans le moteur il est moins puissant. Bah voilà, c'est comme si on était moins d'essence quelque part, à peu près. Donc morale de l'histoire, si on arrive à rehausser la pression, et ben on y gagne. Voilà. Et donc l'idée du turbo, c'est de recompresser l'air ambiant pour réobtenir des performances qui soient acceptables. Les avions, ils n'étaient pas trop en fonction des avions de chasse de la Deuxième Guerre mondiale, même de la Première. Je veux dire, ils n'avaient pas les mêmes... Les mêmes capacités à se battre entre eux parce qu'il y a certains avions qui se battaient mieux en haute altitude, d'autres à plus basse altitude, etc. Et je vais revenir. Monte parce que moi je suis meilleur là-haut. En fait, je vais y revenir parce que oui, il y a des pilotes anglais notamment. Je reviendrai sur le moteur à la fin là, sur le Tempest ou le Typhoon, où voilà, les mecs ils descendaient pour avoir les meilleures performances de leur moteur, quoi. D'accord. Donc le Spitfire, bien sûr, le fameux Spitfire, dont j'ai terminé la maquette. On la montrera. De la bataille d'Angleterre, ouais. C'est vrai que j'en ai terminé deux, là, un MK9 et puis le MK2. En parlant du compresseur, j'ai vu en photo celui du P47, le système entier, fait la taille de l'avion. Oui, alors là, faudrait que j'en mette. J'y ai pas pensé, dommage. Effectivement, tu verrais, c'est une usine à gaz, hein, le système compresseur du P47, hein, ça passe en dessous et tout, tu as des tubulures et tout qui passent en dessous du cockpit. C'est pour ça qu'il a un gros ventre en fait. Ouais, c'est infernal. Voilà, donc là on voit en maintenance, ça doit être un Spitfire Mark 9 ça. Hein, donc là on voit les mécaniciens qui sont perchés à démonter tout le système. Donc ça on a un Allison V 1710. Donc ça c'était moteur américain qui équipait en fait les P40, les premiers P51. Ouais. Parce que les P51, les Mustangs, on appelait le P51, c'était le Apache. Hein, c'était d'abord prévu pour l'attaque au sol. Donc équipé le P39 aussi. Hein, faut rappeler que le P39, il y avait le moteur derrière le pilote. Ouais. Alors j'ai pas mis la photo, mais il y avait. C'est quoi derrière la photo? Tu peux cliquer sur la suivante. Ouais. Voilà, donc c'est ça, donc le P51, donc bien sûr avec le Allison. Celui-là, il a le Rolls-Royce. Rico Pilot, on parlait de toi, mon cher Rico, tout à l'heure, en félicitant toutes les photos que tu nous as postées sur Discord. Merci à toi. Merci. Salut Rico. Ouais, donc le P51. Donc là, le P51, donc celui-là, c'était motorisé par un Merlin Rolls-Royce, hein, bien sûr. Et celui qu'on va voir après, en fait, c'est le Apache. Non, on va dire c'est le papa du P51 qu'on vient de voir. Et c'était avec un moteur Allison.
Ouais. Voilà. Donc qui est équipé P40, P38, Lightning aussi, le 2 queues. Ouais. Le diable à 2 queues, comme il appelait les Allemands. Voilà. Et il y en avait deux sur le P38 Moteur. Ouais. Ouais, 2 moteurs. C'était un bimoteur. 2 moteurs Allison, ouais. Ok. Et là, on revient sur les moteurs en étoile. Voilà, donc ça c'est Pratt & Whitney, c'est un des premiers Pratt & Whitney, c'est le 1340, qui est équipé, qui est équipé, voilà, qui est équipé le T6. T6. Si. T6 Texan. Donc le T6, les chasseurs bien sûr d'entre-deux-guerres, les chasseurs américains d'entre-deux-guerres, dans le Boeing F3, le P26, les Curtiss P6, des F4B aussi, des Boeing F4B. Donc tout ça c'était déjà un bel engin, un beau bébé. Ah ouais, et il y en a qui tournent toujours aujourd'hui. Hein. Ah oui, bien sûr, hein, des T6, ouais, bien sûr. Puis même des avions d'entre-deux-guerres aux États-Unis, si vous allez voir, hein, vous marquez P26, vous allez, l'avion de Harrison Ford là, quand il s'est écrasé, c'était un moteur comme ça. C'était un moteur Pratt & Whitney, ouais, d'accord. Le P51, c'est mon avion préféré après le TBM, Guérico. C'est pas les mêmes coûts d'exploitation, je suppose. Donc c'est ce qu'on appelle un simple WASP. C'est-à-dire qu'il n'y avait qu'une rangée il n'y avait qu'une étoile de cylindre. Donc là, c'est celui que tu as montré aussi tout à l'heure. Donc c'est Pratt & Whitney, alors 2800. Ouais. D'accord. Donc là, c'est pareil, c'est deux étoiles de cylindre. D'accord. Donc qui équipait le Corsair, tu en as parlé tout à l'heure, le Grumman F6, le Bear 4, le P47, etc. Donc tous ces avions qu'on le nez un peu allongé. Voilà. On va pas revenir dessus, donc voilà. Maintenant, on va ça passer... faisait du centre de gravité à l'avant beaucoup, du coup, parce que le poids du moteur était quand même assez important. Ouais. Alors, tiens, je reviens sur le fonctionnement du Spitfire, du Merlin. Comme c'était des moteurs puissants sur des petites cellules, au décollage, il y avait beaucoup de couples. Et du coup, il y avait beaucoup de pilotes anglais, et s'ils ne faisaient pas attention, ils pouvaient se retourner sur le dos. L'avion, il se retournait carrément. Ouais. Si tu ne faisais pas attention, si tu ne mettais pas du pied comme il fallait, tu pouvais facilement te retourner. Surtout que le Spitfire, pareil pour les avions allemands, ils avaient le train d'atterrissage au niveau du... étroit, l'empattement. Voilà, ils étaient au niveau du fuselage, donc c'était assez étroit. Si tu regardes les avions américains, P-47, c'est comme on voit là sur le P-40. Ouais. P-40, P-47, Corsair... c'était beaucoup plus large. L4, voilà, les trains d'atterrissage étaient sur les ailes et donc c'était c'était assez large. C'était assez large. Ok. Donc là on va passer donc là on a un P47, donc avec le Pratt & Whitney. Voilà. C'est arrivé récemment avec un pilote de chasse anglais des mots sur Spit il n'y a pas longtemps. Ouais. Alors, tu vois, on voit les deux ronds en dessous du moteur, là, c'est les entrées d'air du compresseur, donc ça part dans les tuyaux derrière. Le compresseur, en fait, il est derrière. Donc, derrière le moteur est inspiré par ces deux. Voilà. Et après, c'est renvoyé par. Et puis, il y a un truc pour régler aussi. Il y a deux petits. Pour le surplus, si la pression est trop forte, il y a deux petits trucs surréglés pour. Des vannes d'évacuation. Des West. Je sais plus, West Van ou un truc comme ça, je sais plus comment ça s'appelle. Okay. Voilà. Donc là, c'est le Corsair de la Ferté-Alais. Voilà, donc ça c'était, j'avais été le voir, il était en pleine restauration. Donc, on voit la taille du berceau qui soutient ce moteur, c'est incroyable. J'en ai profité pour prendre le petit bébé en photo, quoi. Donc on a le Pratt & Whitney R2800 du Corsair de la Ferté-Alais. Et donc derrière, il y a tout le système. Il y a tout le système de carburateur et tout ça. Il y a le réservoir d'huile là qu'on voit là vert. Et le berceau donc pour tenir ce bazar, quoi. C'est assez incroyable. C'est impressionnant, quoi. Alors on va passer sur autre chose là. Là on est quand même dans une dimension au-dessus, je trouve, par rapport au Pratt & Whitney du Corsair. Là on est sur, je sais pas s'ils connaissent là les gens, mais on est sur du Napier Sabre 5. Ouais. Donc ça c'est du 24 cylindres en H. Donc il y a une rangée là, une là, une là. Il y en a 4 en fait qui sont comme ça. Voilà. Ok. 4 de 6. D'accord. Donc ça c'est pareil. Voilà. C'était du truc super puissant. Alors 24 cylindres en H, ça fait du 36 680 cm3. C'est pas de la mobilette. Oui. Hein? Oui. C'est pas de la mobilette. Oui. Le passage à la pompe est douloureux. Voilà. Donc on avait du 2800 avant pour le Corsair là. Donc là on a du 3000 chevaux au décollage. Ouais. Hein, donc et du 2800 à 12 000 pieds. Ouais.
Hein, donc c'est voilà. Les meilleurs perfos du moteur, donc c'était en dessous de 20 000 pieds, et donc en fait donc les chasseurs, donc notamment, tu peux passer sur la photo suivante. Ouais. Donc là on le voit aussi sur le Tempest, voilà, décapoté. Voilà, donc Klosterman, l'as des as français avec 33 victoires de la Deuxième Guerre mondiale sur son Tempest. Le ratio homme-machine est assez impressionnant. Ça, c'est pas pareil. Hein. Ça fait, c'est pas tu te dis que quand il est dans le cockpit et qu'il doit regarder devant pour savoir où il va, c'est pas évident. Non. Alors ils avaient un système pour surélever le siège. Hein. Ouais, mais bon. Mais voilà. Après, même s'il a la tête qui cogne la petite bulle du siège, ça va être quand même compliqué. Hein. Mais en général, il taxiait la verrière ouverte, le siège qui dépasse, ça dépassait la verrière. Il trichait. Mais t'en as certains qui se mettaient debout. Hein. Et donc, du coup, ils descendaient en dessous de 20 000 pieds pour avoir les meilleures performances de leur moteur. Et donc, le Typhon était équipé aussi de... Ça, c'est celui d'après. Hein. Donc, revient avant. Avant. Flûte. Voilà, toujours sur le Napier sabre. Celui-là ? Non. Celui-là ? Ouais. Ok. Donc là, on a le Tempest et on avait un avion qui était semblable, qui était le Typhoon. Le Typhoon qui avait le même moteur sabre et qui était très bon, justement, comme il avait une très bonne performance au sol. Au sol, à très basse altitude. Ouais. Ça avait été plutôt un avion d'attaque. En fait, poche de falaise, tout ça, pour ceux qui connaissent un peu l'histoire, la poche de falaise, donc c'était un massacre des blindés allemands après le débarquement. Ouais. Et puis voilà, donc lui il y avait une montée phénoménale, hein, il montait à la verticale, tout ça, c'était un avion hyper puissant. Ouais, hyper puissant, magnifique. On va passer à autre chose. Donc là, on est sur du Pratt & Whitney. On est sur du Pratt & Whitney R 4360. Du R 4360. Donc là, vous avez 28 cylindres. Ouais, 28 cylindres. Vous avez 4 rangées de 7 cylindres. C'est énorme. 4 rangées de 7 cylindres. Et donc, les différentes versions, hein, ça allait de 2650 chevaux à 3800 chevaux de puissance. C'est gigantesque. Alors, pour voir les avions qui étaient équipés, donc là, on va pouvoir regarder la suite. Donc, pour voir les avions qui en étaient équipés, pour ceux qui connaissent, ça, c'est le XF-11 de Howard Hughes. C'est celui qu'on voit dans Aviator, le film avec Leonardo DiCaprio. Il s'est écrasé avec sur un Golf de Beverly Hills. Hein, donc c'est un film à voir. Hein, c'est vraiment un très très bon film d'aviation. J'ai adoré ce film-là et Leonardo il aurait dû avoir un Oscar pour ce film-là, pas pour. Même s'il méritait pour, le suivant qu'il a fait où il était dans la neige là. Enfin bref. Mais voilà, donc vous verrez cet avion-là. Il y a des très belles scènes. En vol et puis de cet avion-là, du XF-11 de Howard Hughes. C'était un malade de l'aviation, donc tu peux passer sur la photo suivante. Donc là, on est toujours avec Howard Hughes. Donc le moteur que vous avez vu avec les 28 cylindres, équipé aussi le Hercule, donc le plus gros avion du monde. Et là, il y a 8 moteurs. Et là, il y a 8 moteurs, 2 fois 4 moteurs de chaque côté, avec le moteur que vous avez vu juste avant, avec 28 cylindres. Quoi. Ouais. Donc on imagine la taille de la bête. Voilà. Le Spruce Goose, voilà, c'est ça, Ron. Le Spruce Goose. Alors, il paraît qu'il avait horreur qu'on appelle son avion le Spruce Goose. Ouais. Alors le Spruce, parce qu'en fait, il était majoritairement en bois, en fait. Ouais. Comme c'était il avait construit ça pendant la guerre pour transporter des troupes. Il avait construit ça pendant la guerre, et comme c'était assez restreint au niveau des matières stratégiques, tout ce qui est métal, tout ça, aluminium, du coup, il avait fait son avion en bois. Ok. Donc c'est pour ça qu'il s'appelait le Spruce Goose Loa. Donc lui, pareil, hein, quand il devait aller à la pompe. Oui, mais il a volé qu'une fois. Hein. Ah oui, bah voilà. Après, voilà, il y a eu une commission d'enquête, il est passé au tribunal, on l'a accusé d'avoir pris de l'argent de l'État pour pouvoir construire son avion là. Et puis du coup, on l'a accusé aussi que non, finalement, ton gros avion là, il va jamais voler. Et puis ça lui a piqué un peu son ego sur le vif là. Et puis du coup, il a piloté et puis il a décollé. Il a décollé qu'une fois cet avion. Ok. Donc voilà, et donc le moteur Pratt & Whitney 28 cylindres équipé aussi le Corsair, donc ce qu'on appelle le Super Corsair, le F2 G1,
Voilà, donc ça c'est un restauré, hein, donc il vole, hein, donc on peut le voir en vol, qui a fait des... Donc à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, en fait, il y avait beaucoup d'avions qui avaient été récupérés par des pilotes, et puis qui faisaient des courses aériennes à Reno sur des Warbirds, donc il a continué jusqu'à temps qu'il ferme, là, il n'y a pas longtemps, l'année dernière ou il y a 2 ans je crois, ils ont fermé les courses de Reno, et donc lui il a participé aux courses de Reno. Ouais. Voilà, donc tu vois on va dire du 4 cylindres, 12 chevaux des frères Wright, du 3 cylindres des Blériot, tu vois, entre 25 et 30 chevaux. Ah, là, on arrive à 3800 chevaux avec 28 cylindres. On a fait quand même une belle évolution là en 50 ans, même pas. Tu vois, ouais. Hein, ouais. En 50 ans, oui. Ouais, c'est fou. Hein. Puis on peut, pour conclure, ça va peut-être rassurer certains, mais vous voyez qu'on peut s'envoyer en l'air avec des petits trucs comme on a vu au début des photos et puis des gros trucs à la fin, quoi. Ouais. Donc quelle que soit la taille, on peut quand même s'envoyer en l'air, quoi. Ça ne va voyez rassurer aucun certains. message, Il n'y a pas de message personnel. On le précise. Allez, enfin voilà, donc voilà, j'espère que ça vous a plu parce qu'on a fait ça un peu à l'arrache. Ouais. Et puis en remplacement de notre ami Marion, qu'on retrouvera d'ailleurs le 26 juin prochain 26 juin. pour parler des métiers autour des Canadair et des bombardiers d'eau à la sécurité civile. Il faut qu'on lance la dernière séquence de l'émission, la foire aux questions, remise de gaz, c'est maintenant. Questions, oui. Sa séquence aux questions, remise de gaz. Alors on n'a pas fait la libre antenne. On n'a pas fait trop de détails non plus. Non. Ah, on n'a pas été dans le détail, mais bon, on a survolé, parce que bon, on est pilote d'abord. Donc on a survolé un peu le truc pour voir l'évolution. Donc on a bien vu, c'était chouette. Finalement, moi j'ai trouvé ça sympathique pour moi. Oui, c'était bien. Est-ce que ça vous a plu? Est-ce que vous souhaitez qu'on refasse de temps en temps des petits concepts comme ça? Dites-nous dans le chat, comme ça on prend les avis. Vous pouvez aussi nous le dire sur Discord. Après oui, on n'est pas rentré dans le détail sur les consos, sur les consos, tout ça, on n'est pas trop rentré dans le détail. Non, puis on a bien fait parce que tu vois, l'heure défile très vite. Hein. L'heure défile très vite. C'est vrai qu'on avait prévu une petite libre antenne, mais du coup on la reportera. On fera peut-être une libre antenne un de ces jours sur les meetings. Voilà. Après, tu vois, on parlera avec vous. Vous allez dire quelles sont vos bonnes idées, vos meilleurs souvenirs. Il faudrait faire 2-3 moteurs par émission, quoi. Si vraiment on rentre dans le détail, on ne pourrait pas dépasser 2-3 moteurs par émission, quoi. Ouais. On n'a pas de chaîne de mécanique non plus. Ben voilà. Ah. Bon, en tout cas, on espère que vous avez au moins appris quelque chose, parce que c'est aussi ça l'objectif de l'émission, c'est de partager des choses et puis de les échanger et de se dire à la fin, on a appris des trucs. Tu vois, par exemple, moi, j'ai pas montré, mais il y a des trucs bizarres un peu, tu vois, comme le P-39 avec le Allison qui était monté derrière le pilote. Oui. Donc il y avait l'arbre d'hélice qui lui passait entre les jambes pour aller faire tourner l'hélice devant. Situation d'avenir. Tu vois. Si jamais il y a un pépin. Voilà. Mais voilà, donc on voit que ils ont fait des moteurs, ils ont tout essayé. Tu vois, sur les 14-18, les Samson, ils ont mis de côté, comme ça, de chaque côté du moteur. Bon, c'est vrai que la traînée, elle était beaucoup plus réduite, quoi, après. Mais voilà, donc ils ont tout essayé. Ils ont tout essayé, par air, par liquide. Et beaucoup de choses. Les mettre devant, les mettre derrière, enfin bref. Ok, bon, écoutez, si ça vous a plu, tant mieux, on est ravis. Ah oui, donc j'ai appris que Nikola Tesla avait fabriqué un moteur, alors je parle pas des voitures Tesla, hein, oui, c'était Nikola, c'était avant. Voilà, du génie, du savant Tesla, Nikola Tesla, il aurait mis au point le moteur quantique. Ah, tu nous fasses un exposé là-dessus. Je vais essayer de voir un peu comment ça fonctionne, mais j'ai déjà essayé de regarder des vidéos sur les trucs quantiques et tout. On va confier ça à Longibus. Je m'appelle pas Sheldon. Non mais voilà, je suis sûr que Longibus, il va kiffer de ça. Mais moteur quantique sûrement. Voilà. Ouais, ça doit être ça, voilà. Il faut faire un sujet, push to talk, les gars. Voilà, MLN. Mais je vais regarder un peu parce que ça m'intéresse. Discutez. Salut, j'arrive en retard, mais ça a l'air super intéressant. Tu pourras voir le replay, mon cher Samuel 200. Si tu es abonné sur Twitch, là, tout de suite après la fin de l'émission, ou dans 15 jours sur YouTube. Voilà. Comme d'habitude. Et on vous encourage à aller liker les vidéos sur YouTube, parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui le font. Alors, faites-le, les amis. Sujet pour toujours, les gars, exactement. Allez, on parle du programme à venir dans la zone aéro. Il y a qui vient? Il y a qui vient? Eh ben, c'est ce qu'on va voir dans un instant. Regardez. La semaine prochaine.
Le 17 avril à 20h30, eh ben, on aura la chance d'avoir un champion du monde de voltige aérienne. Louis Vanel, bah oui, bien sûr. Ancien champion du monde de voltige. Sérieux, en France, on est quand même fort en voltige. Ben, c'est ce qu'on disait avec François Rallet la semaine dernière. Et oui. On a la chance d'avoir l'équipe la plus forte du monde. Même féminine, hein, on a eu des champions du monde, hein, Catherine Monory, tout ça, etc. La Joanine et tout. Oui, et puis d'autres. Hein, on a beaucoup de champions et de graines de champions. Si pas de problème de dernière minute. Ah oui, bah, non, mais ça arrive. Hein. Tout le monde peut être malade. Hein. Il va nous porter la poisse, Julot. Ouais, non, Julot, enfin, oh. Donc le 17 avril, c'est la semaine prochaine, ce sera 20h30. Là, c'était 19h30 parce que c'était censé avoir un invité plateau. Voilà. Mais 20h30, on retrouvera donc Louis Vanel qui était venu nous voir d'ailleurs pour parler simulation à l'époque avec Blue Jag. C'est ça, avec Blue Jag. Il viendra nous voir en visio pour nous parler de son nouveau rôle d'entraîneur de l'équipe de France de voltige. Oui, parce que là, il était dans le cockpit, maintenant il est par terre. Il remplace Nico Ivanov et il devient entraîneur de l'équipe de voltige. Il va nous parler il y a certainement un langage technique. Il y a plein de choses à lui demander. Si vous voulez savoir comment se passe une compétition de voltige, faites votre liste de questions. Voilà. Ouais. Posez vos questions. C'est la semaine prochaine, Louis Vanel, un champion du monde avec nous. Donc profitez-en, les copains. Donc ça c'est le 17 à 20h30. Ensuite on aura avant le 24, je crois qu'on a un push to talk aussi qui est prévu le dimanche soir de 19h à 21h avec nos chroniqueurs. Vous avez les infos et les visuels sur le site internet lazoneaero.fr évidemment. Et puis on terminera, d'ailleurs vous connaissez peut-être des gens qui veulent être pilotes de chasse en armée de l'air. Possible. Des jeunes, des petits cousins. Oui, si vous avez dans la famille des jeunes qui veulent devenir, il faudra être là. Le 24 avril à 20h30, pourquoi? Parce qu'on aura le capitaine Thierry Launay qui est avec nous. Et le capitaine Thierry Launay, tenez-vous bien, c'est le chef du centre de sélection des pilotes et des navigateurs de l'armée de l'air à Tours. Quand vous irez le voir, c'est les cravates et tout. Bonjour monsieur. Peut-être pas à ce point-là, mais en attendant. Bonjour chef. Voilà, l'aviateur 59, oui mon fils. Il va falloir être là. Voilà. Parce que le capitaine Thierry Launay va répondre à vos questions et si vous souhaitez faire carrière, vous pourrez lui poser. Voilà. N'hésite pas, hein, Paulo. Les questions qui concernent la sélection de ces pilotes. Qu'est-ce que vous allez faire? Quels sont les tests? Là, on voit le SECPIL sur l'image. Qu'est-ce que c'est que ça? On va tout vous expliquer. Vous pourrez demander tout pour bien réussir vos sélections si vous souhaitez un jour devenir pilote de chasse, d'hélicoptère ou de transport dans l'armée de l'air et de l'espace. Voilà. L'avantage, c'est que c'est tout payé. En plus, quand on réussit. En plus. On est pilote, on n'a rien payé. On est militaire et voilà. Donc toutes ces questions-là, vous pourrez les poser au capitaine Thierry Launay le 24 avril 2024 à 20h30 en visio ici dans la zone aéro. Voilà pour le programme à venir de ces émissions. J'espère qu'il vous plaira. On vous a prévu également un mois de mai assez riche. Le mois de juin est rempli. On démarre même le remplissage du début juillet. Donc les choses se présentent plutôt bien, vous l'avez deviné. Et ça nous fait bien plaisir. Voilà. Bon les amis, dans quelques instants, on va effectuer un petit raid quelque part. Je ne sais pas encore où. On va voir ça dans un instant. En attendant, n'oubliez pas que le replay de l'émission d'il y a 15 jours avec Sébastien Cognot, pilote instructeur sur EC 145 Dragon, les hélicoptères rouge et jaune de la sécurité civile. Vous les avez vus? On avait un pilote instructeur il y a 15 jours et l'émission est en replay gratuitement sur la chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à aller liker cette vidéo, à aller la visionner car on a fait des images même embarquées dans l'hélico. Donc c'était assez intéressant. N'oubliez pas non plus les réseaux sociaux, LinkedIn, Instagram, TikTok et j'en passe de nous rejoindre. Merci également à Julot pour la partie podcast puisque la zone aéro est disponible aussi en audio avec nos invités. Vous téléchargez le podcast, vous pouvez l'écouter chez vous sans aucun problème. Et puis évidemment le Discord qui reste à dispo H24 sur lequel on passe plein d'infos, de photos. On échange, vous pouvez échanger avec les chroniqueurs de Push to Talk, donc n'hésitez pas, cet espace est fait pour vous. On vous souhaite une belle soirée. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Merci à l'équipe de modération. C'est ta maquette? Ça c'est le dernier. C'est le dernier. Oui. Voilà, donc c'est les maquettes de Nico. Bonne soirée à toutes et tous. Restez avec nous, les copains, le temps du raid, puisque ça soutient aussi la chaîne. Donc restez avec nous le temps du raid. Et puis, dans les petites émotes, vous avez des avions de la zone aéro. Donc ce qu'on va faire, c'est que la chaîne sur laquelle on arrive, vous envoyez des avions de la zone aéro en masse. Ils vont pas comprendre. Plein. Ils vont dire, c'est quoi cette escadrille? Voilà. Donc, générique de fin tout de suite.
Bonne semaine, flight safe pour ceux qui volent, et rendez-vous la semaine prochaine. Ciao. Bonne soirée à vous. Took me that life is quite simple.